Elle rentra plus tôt de son déplacement 2 jours d'avance et s'arrêta net sur le pas de la porte. Son mari parlait au téléphone, et ses paroles lui parurent tout de suite étranges. Mais quand elle comprit à qui il parlait, son monde vola en éclats. Ce qu'elle fit ensuite laissa tout le monde sans voix. Chers amis de notre chaîne, on se demande souvent jusqu'où voyagent nos histoires, et quel cœur elles réchauffent à travers ce vaste monde. Dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Chaque message de votre part est un fil invisible qui nous relie tous, en tissant ensemble la grande toile des destins et des émotions humaines. Et maintenant, place à notre histoire. L'air sentait le début du printemps en ce moment si particulier où le soleil tente timidement de prendre sa place, et où la neige cède lentement, se transformant en flaques claires sur l'asphalte. Véronica Pierce se tenait près de la fenêtre, observant le vent jouer avec les branches nues des arbres dans la cour. Il restait une semaine avant l'anniversaire de Charlet, et cette pensée lui réchauffait le cœur. 11 ans. Murmura-t-elle en feuilletant la liste des invités. C'était comme si c'était hier qu'elle tenait pour la première fois ce petit paquet contre elle, le souffle coupé par le bonheur. Et voilà qu'aujourd'hui, son fils parlait de stratégie d'ouverture aux échecs et réclamait un kit pour fabriquer une radio pour son anniversaire. L'appartement des Pierce était situé en centre-ville, dans un vieil immeuble avec de hauts plafonds et de larges rebords de fenêtres. Au mur, pas de toile de maître, mais des aquarelles que Véronica avait peintes autrefois, dans une autre vie, celle d'étudiante. Des étagères pleines de classiques et de romans contemporains, une vieille horloge sur pied héritée de sa grand-mère, un canapé usé mais confortable. Tout respirait la tranquillité d'un quotidien simple, ce rythme apaisant que Véronica chérissait tant. Un petit tintement étouffé se fit entendre depuis la pièce voisine. Charlet venait de déplacer une pièce sur l'échiquier. Il jouait seul quand quelque chose le tracassait ou le faisait réfléchir. Véronica sourit à son fils, si fragile en apparence, mais avec une force intérieure impressionnante. Ça, c'était tout son père. Le souvenir de Martin fit monter en elle une vague de tendresse. 18 ans ensemble, presque la moitié de sa vie. Elle se souvenait de leur première rencontre comme si c'était la veille, la bibliothèque universitaire, l'odeur des vieux livres, elle tendant la main vers un recueil de poésie, et cette autre main, plus rapide, qui l'atteignait avant elle. Leurs doigts s'étaient effleurés. Elle avait levé les yeux à un regard direct, un sourire un peu moqueur, des épaules larges de volleyeur. « Vous aimez la poésie ?» avait-il demandé sans lâcher le livre. « Je ne l'aime pas. »« Je vis avec elle » avait-elle rétorqué, défi dans la voix. C'était leur premier échange. Ensuite, il y avait eu les longues balades sur les quais, les débats passionnés sur les auteurs, ces appels inattendus au milieu de la nuit. Regarde par la fenêtre, je t'ai apporté des cerises. Il l'avait conquise par son audace, son imprévisibilité, cette assurance qui semblait réchauffer tout autour. Leur mariage avait été modeste. Étudiant, il n'avait pas les moyens pour des festivités grandioses. Mais Véronica se souvenait de chaque seconde ses mains tremblantes au moment de passer l'anneau, le chuchotement de sa grand-mère. Le secret dans un couple, c'est la patience et la sagesse. Puis commencèrent les années d'attente. Les rendez-vous médicaux interminables, les analyses, les traitements. Les 2 premières fausses couches, qui avaient laissé une couche de glace sur son cœur. Chaque mois apportait son lot d'espoir, puis de désillusion. Ils n'en parlaient pas, mais une barrière invisible de peur et de douleur s'élevait peu à peu entre eux. Et alors qu'ils étaient à 2 doigts d'abandonner, alors que Véronica s'apprêtait à parler d'adoption, un miracle se produisit. Elle se souvenait encore de ses mains tremblantes tenant le test, refusant d'y croire. Et de Martin, tombant à genoux quand elle lui annonça la nouvelle, posant son visage contre son ventre encore plat, ses larmes chaudes glissant sur sa peau. La grossesse fut difficile. Véronica passa presque tout le temps allongée, les 2 derniers mois à l'hôpital. Martin venait chaque jour, les bras chargés de livres et de fruits, s'asseyait près d'elle et lui tenait la main. « On va y arriver, Véronica » lui disait-il. « Tu verras, notre bébé sera le plus merveilleux du monde. » Et il avait eu raison. Charlet naquit à midi pile, poussa un cri fort et assuré, et Véronica, épuisée après de longues heures de travail, fondit en larmes quand on posa sur sa poitrine ce petit corps chaud et doux, avec juste un peu de duvet à la place des cheveux. Après la naissance de leur fils, elle s'était entièrement consacrée à la maternité. Elle avait renoncé à son poste de directrice adjointe à l'école, gardant seulement quelques cours particuliers et un peu de travail pédagogique de temps en temps. Martin l'avait soutenue, même si les débuts avaient été compliqués financièrement. Mais peu à peu, sa carrière avait décollé. D'un simple chef de projet,
il était devenu directeur commercial de l'entreprise de construction Urban Axis. Il partait de plus en plus souvent en déplacement, surtout dans l'agence du Nord. Véronica s'était habituée à ses absences. 3 ou 4 jours par semaine, elle se retrouvait seule avec leur fils, et c'était devenu leur routine. Elle avait appris à ne pas se sentir seule, remplissant son temps entre les soins pour Charlet, la lecture, et quelques rencontres avec des amis. Après tout, ces déplacements servaient à assurer le confort de leur famille. C'est ce qu'elle se répétait chaque soir, en s'endormant dans leur lit vide. Ce mardi-là, Véronica se préparait à l'un de ses rares voyages, une conférence pédagogique de 2 jours dans une ville voisine. Elle travaillait parfois comme consultante pour des écoles privées, rédigeant des programmes éducatifs. La valise était presque prête, les billets achetés, quand son téléphone sonna. « Véronica, bonjour », dit la voix de l'organisateur, pleine de gêne. « On a un contretemps. Le sponsor s'est retiré, la conférence est annulée. On est vraiment désolé. » Sa première réaction fut l'agacement, toutes ces heures passées à préparer son intervention, les billets déjà pris. Mais très vite, une pensée lumineuse lui traversa l'esprit, Martin devait rentrer de déplacement le lendemain. Au lieu de se croiser, ils allaient pouvoir passer 2 jours ensemble. Un vrai luxe, devenu rare dans leur quotidien. « Je vais lui faire une surprise », se dit-elle en composant le numéro de son mari. Le téléphone était éteint. Rien d'étonnant, quand il était sur les chantiers, Martin n'avait souvent pas de réseau. Elle décida alors de lui cuisiner son plat préféré, du canard aux pommes. La dernière fois qu'elle lui avait préparé ça, c'était à Noël dernier. Charlet passait la journée chez un ami, ils révisaient ensemble pour l'Olympiade de maths, elle avait donc tout son temps. Elle alla au marché, acheta tout ce qu'il fallait, et fit même un détour par la pâtisserie pour lui prendre son dessert préféré, un tiramisu. En rentrant, Véronica se rendit compte qu'elle ne s'était pas sentie aussi enthousiaste depuis longtemps. Ces dernières années, leur relation s'était adoucie, plus stable, moins passionnée, mais remplie de compréhension et de respect. On devrait peut-être partir juste tous les deux, pensa-t-elle en montant l'escalier. Un week-end à San Francisco, quand Charlet sera en stage de maths. Elle ouvrit la porte avec sa clé, et s'arrêta net dans l'entrée. Sur le sol, une paire de chaussures d'homme, les belles, élégantes, celles qu'elle lui avait offertes pour son dernier anniversaire. De la chambre, elle entendit la voix étouffée de Martin. Son cœur s'emballa. Il était rentré plus tôt. Lui aussi avait voulu lui faire une surprise. Elle allait l'appeler, mais quelque chose dans le ton de sa voix la figea, bouche entr'ouverte. « Bien sûr que tu me manques, Polly », murmura-t-il d'une voix douce, presque intime. « Mais tu comprends bien que je ne peux pas tout laisser tomber comme ça. »« Oui, je sais que j'ai promis. »« Écoute, retrouvons-nous demain, je t'expliquerai tout. »« Bien sûr que je t'aime aussi. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Véronica s'adossa au mur, sentant la pièce tourner autour d'elle. Un nœud se forma dans sa gorge, une nausée brutale lui monta. Elle mit la main devant sa bouche pour ne pas laisser échapper un son. Polly, ce prénom l'avait frappée comme un coup de massue. En toutes ces années, pas une seule fois elle n'avait douté. Bien sûr, elle connaissait les histoires d'amour de bureau, les crises de la quarantaine, mais ça arrivait toujours aux autres. Pas à son Martin. Pas à leur famille. Son premier réflexe fut de foncer dans la chambre, de hurler, de tout balancer, la douleur, la colère, l'humiliation. Mais quelque chose la retint. Peut-être la raison. Ou peut-être cet ancien instinct de survie qui surgit quand tout s'effondre. Du calme, se dit-elle. Réfléchis. Si tu fais une scène maintenant, qu'est-ce que tu vas apprendre? Rien, à part les excuses habituelles. Ça ne veut rien dire. C'était une erreur. Je ne recommencerai plus jamais. Son esprit s'activait à toute vitesse, comme détaché de l'ouragan d'émotions. Il lui fallait des réponses. Qui était cette femme? Depuis combien de temps ça durait? Jusqu'où s'était allé? Et surtout, que faire maintenant? Silencieusement, retenant son souffle, Véronica posa les sacs de course au sol. Sur la pointe des pieds, elle sortit de l'appartement et referma la porte aussi doucement que possible. Une fois dans la cage d'escalier, elle inspira profondément, retenant ses larmes. « Ressaisis-toi », murmura-t-elle. « T'es plus forte que tu ne crois. » Une minute plus tard, elle se tenait de nouveau devant la porte. Elle inspira à fond, expira lentement, et força son visage à adopter une expression neutre. Puis,
d'un geste volontairement bruyant, elle ouvrit la porte avec ses clés. « Martin. T'es là » lança-t-elle en enlevant son manteau. Quelle surprise! Des pas pressés vinrent de la chambre. Martin apparut dans l'embrasure. Son visage se figea une seconde dans une expression que Véronica ne put décrypter, peut-être de l'agacement avant de se transformer en un sourire. « Véronica, je croyais que t'étais à la conférence. » « Elle a été annulée à la dernière minute », répondit-elle en s'approchant pour l'embrasser sur la joue, tentant de ne pas reculer devant cette odeur familière de lotion après rasage, devenue soudain étrangère, presque hostile. « Et toi? Je croyais que tu rentrais demain. »« On a fini les vérifs plus tôt », répondit-il en haussant les épaules, évitant son regard. « J'ai préféré rentrer directement. » Menteur, battait dans ses tempes. « Tu n'étais même pas en déplacement. T'étais avec elle. »« J'ai acheté du canard, » dit Véronica en se dirigeant vers la cuisine. « Je comptais te faire une surprise demain, mais puisque t'es là. »« Parfait, » dit-il avec ce sourire qui, autrefois, faisait battre son cœur. « Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ton fameux canard. » La soirée se déroula comme dans un cauchemar. Ils dînèrent, parlèrent de tout et de rien, de l'anniversaire de Charlet, des projets pour l'été. Véronica entendait sa propre voix comme venue d'ailleurs, calme, chaleureuse. Elle voyait ses mains verser le vin, son visage sourire aux blagues de Martin. Mais tout cela, c'était une autre femme. Pas elle. La vraie Véronica, à cet instant, se brisait en morceaux à l'intérieur. Elle suffoquait de douleur, de rage, d'humiliation, tétanisée par l'incertitude. Quand ils se couchèrent, Martin s'endormit presque aussitôt d'un sommeil paisible, presque enfantin, comme seuls dorment ceux qui ont la conscience tranquille ou aucun scrupule. Véronica, elle, restait là, les yeux fixés au plafond, son esprit en feu. Le matin même, elle avait encore un repère, une vie stable, un passé qu'elle chérissait, un futur qu'elle construisait. Et maintenant? Que faire de ce qu'elle savait? Comment vivre avec? Oublier et pardonner, ce serait se trahir elle-même. Partir, ce serait briser le monde de Charlet, lui enlever cette famille unie pour laquelle elle s'était tant battue. Dehors, la nuit de printemps s'installait lentement. Le vent s'était levé, projetant des gouttes de pluie contre les vitres. Véronica regardait l'homme allongé à côté d'elle si familier, et en même temps devenu un étranger, et comprenait qu'elle devait prendre une décision. Pas maintenant, pas sous le coup des émotions. Mais tôt ou tard, il faudrait choisir. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère, « Dans la vie, rien n'arrive contre nous, tout arrive pour nous. Chaque épreuve est une chance de devenir plus fort. » On verra, mamie, pensa Véronica en sentant une larme chaude glisser sur sa joue. On verra si je suis vraiment forte. Le matin arriva d'un coup. Véronica ne s'était même pas rendu compte qu'elle s'était enfin endormie, épuisée, juste avant l'aube. Une lumière grise filtrait à travers les rideaux mal tirés, et déjà, des bruits de vaisselle résonnaient dans la cuisine. Martin préparait le petit déjeuner, une attention rare, autrefois capable de la faire sourire. Aujourd'hui, chacun de ses gestes semblait faux, comme le jeu d'un acteur devant un public crédule. « Allez, lève-toi, reprends-toi » s'ordonna-t-elle, alors qu'une vieille douleur sourde lui martelait les tempes, sa bonne vieille migraine, absente depuis des années. La cuisine sentait le café fraîchement moulu et les œufs brouillés aux tomates. Charlet était déjà à table, encore ensommeillé, récitant des formules de maths. Il avait une évaluation aujourd'hui. « Bonjour, la dormeuse » dit Martin en l'embrassant sur le sommet de la tête. Véronica se força à ne pas reculer. « Bonjour » répondit-elle avec un sourire forcé. « Merci pour le petit-déj. »« Maman, t'as une drôle de tête » dit Charlet en la regardant, inquiet. Les mêmes yeux verts que son père. « T'es malade ?»« Juste mal dormi, mon chéri » répondit-elle en lui ébouriffant les cheveux. « Rien de grave. » Martin regarda sa montre. « Il faut que j'y aille, j'ai une réunion à 9h, dit-il en finissant son café. « Et je vais rentrer tard, j'ai un rendez-vous avec des fournisseurs. »« Fournisseurs, bien sûr. » Poli, pensa Véronica. Mais elle se contenta d'acquiescer. « D'accord. Bonne journée. » Quand la porte se referma derrière Martin et Charlet, elle s'effondra sur une chaise et enfouit son visage dans ses mains. La pièce recommença à tourner, et la nausée monta dans sa gorge. Pour ne pas perdre pied, elle se mit à compter, 1, 2, 3. Ce vieux réflexe d'enfant,
quand le monde devenait trop grand, trop menaçant. Les 3 jours suivants se confondirent en un long cauchemar figé. Véronica préparait les repas, aidait Charlet avec ses devoirs, discutait avec Martin des préparatifs pour l'anniversaire du garçon. Et tout cela avec un sourire figé, sur le point de se fissurer comme un masque en porcelaine. La nuit, elle restait éveillée, repassant leur vie ensemble, traquant les signes qu'elle n'avait pas vus. Ces déplacements d'où il revenait si détendu. Ce nouveau parfum qu'il avait adopté il y a 6 mois. Sa soudaine passion pour la littérature contemporaine, qu'il ignorait autrefois. Ses cadeaux un peu trop généreux, comme une façon de se racheter. Comment avait-elle pu ne rien voir? Ou avait-elle simplement refusé de le voir? Occupée par la maison, son fils, son travail temporaire, elle n'avait pas vu son mari s'échapper dans une autre vie, celle où l'attendait cette femme polie. Même penser à son nom lui faisait mal, comme si elle posait la langue sur une plaie ouverte. Le 4e jour, la migraine la cloua au lit. Martin était parti avant l'aube encore une mission dans le Nord, soi-disant pour 2 jours. Cette fois, elle savait très bien où il allait. Charlet, inquiet, était venu lui dire au revoir avant l'école. « Je devrais peut-être appeler un médecin, maman » demanda-t-il. Sa petite voix soucieuse ne fit qu'accentuer sa douleur. « Non, mon cœur, c'est juste une migraine. Ça passera d'ici ce soir » répondit-elle en forçant un sourire. « Bonne chance pour l'Olympiade. » Vers midi, quand la douleur s'était un peu calmée, Véronica se leva, but une tasse de thé bien fort et décida de descendre la poubelle. Un peu d'air frais lui ferait du bien. Dans la cage d'escalier, elle tomba sur son voisin, William Welch. Ancien médecin militaire, il vivait un étage au-dessus. Ils échangeaient parfois quelques politesses, sans plus. « Véronica, ma chère, vous êtes toute pâle » s'exclama-t-il en la regardant attentivement. « Quelque chose ne va pas ?» Elle s'apprêtait à répondre par une formule de politesse, mais soudain, elle sentit que ce poids était devenu trop lourd. Les larmes jaillirent, incontrôlables. Cachant son visage dans ses mains, elle éclata en sanglots, là, au beau milieu de l'escalier. William ne perdit pas une seconde. Il lui prit doucement le bras et l'entraîna chez lui. Dans sa petite cuisine qui sentait les herbes et la cannelle, il l'installa à table et posa devant elle une tasse de thé à la menthe. Il attendit qu'elle se calme un peu, puis seulement prit la parole. « Je ne vous demanderai rien si vous ne voulez pas en parler. Mais parfois, partager sa peine l'allège un peu. » Alors elle parla du coup de fil entendu, des nuits blanches, de la peur pour l'avenir de Charlet et de cette incertitude atroce, ne sachant que faire. William écoutait sans interrompre, hochant parfois la tête, comme pour lui confirmer qu'elle avait le droit d'être en colère, le droit d'être perdue. Quand elle eut fini, il resta un moment silencieux, regardant par la fenêtre le vieux érable dans la cour. Puis il soupira et parla d'une voix basse, comme s'il pensait tout haut. « Vous savez, Véronica, quand j'étais jeune, j'ai vécu une histoire assez semblable. Sauf que c'est moi qui étais à la place de votre mari, » dit-il avec un sourire amer. Frances, ma femme aujourd'hui décédée, a découvert que j'avais eu une liaison avec une infirmière de l'hôpital. Elle m'a fait une scène, a fait ses valises et est partie chez sa mère. Je pensais que tout était fini. Et puis, une semaine plus tard, elle est revenue. Elle m'a dit, tu choisis. Soit on reconstruit notre couple, soit on divorce. J'ai choisi de rester. Et vous savez quoi? On a vécu 40 ans ensemble. Ce n'était pas toujours simple, mais c'était digne. On a élevé 2 fils. Aujourd'hui, j'ai 4 petits-enfants. Il resta songeur un instant, puis reprit. Je ne vous dis pas que vous devez pardonner. Ni oublier. C'est votre décision. Mais ne vous précipitez pas. C'est si facile de détruire une famille. Et tellement plus difficile de la reconstruire. Surtout quand il y a un enfant. Comment avez-vous fait? Demanda doucement Véronica. Comment elle a pu vivre avec ça? L'honnêteté, répondit-il. On a arrêté de se mentir. À soi-même et l'un à l'autre. Et aussi la patience. La confiance, ça ne revient pas en un jour. Mais quand il y a encore de l'amour, il haussa les épaules. Et on s'aimait, tous les deux. En rentrant chez elle, Véronica se sentait étrangement apaisée. Les paroles de William n'avaient pas résolu ses problèmes. Mais elles lui avaient redonné un peu d'espoir. Peut-être qu'une solution existait. Peut-être que tout n'était pas encore perdu. Mais d'abord,
elle devait parler à quelqu'un d'autre. Mélanie, sa meilleure amie depuis la fac, accepta de la voir le soir même. Elles se retrouvèrent dans un petit café à la périphérie de la ville, loin des lieux habituels et des regards connus. « Tu m'inquiètes » dit Mélanie en s'installant à la table du fond. « Il se passe quelque chose avec Charlet ?»« Non, c'est moi » répondit Véronica d'une voix basse. « Martin me trompe. » Elle raconta tout brièvement, froidement, sans larmes. Curieusement, le fait de le dire une deuxième fois rendait la douleur plus supportable, presque banale. Mélanie l'écouta en tambourinant des ongles sur la table, un tic qui révélait toujours sa colère. « Quel salaud » souffla-t-elle enfin. Classique crise de la quarantaine. Ils ont tous besoin de se prouver qu'ils sont encore des hommes grâce à des gamines écervelées. « Et toi, tu comptes faire quoi ?»« Je sais pas » avoua Véronica. « Et toi, tu ferais quoi à ma place ?»« Je le foutrais dehors. »« Et je prendrai tout ce que je peux légalement » répliqua Mélanie sans hésiter. « Tu lui as donné tes meilleures années, t'as porté son enfant, et lui. » Elle s'interrompit, excédée, et fit un geste vague. « Et la famille ? Charlet ? » Il aurait dû y penser, lui, quand il matait des petites jeunes, lança Mélanie en buvant une gorgée de vin. « Écoute-moi bien, Véronica. Je comprends tes doutes. Mais regarde-moi. J'ai divorcé de Taylor il y a 5 ans, et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu m'as pourtant dit que la solitude te pesait parfois. C'est vrai, admit elle. C'est dur financièrement, et avec une ado à la maison sans soutien, c'est pas tous les jours facile. Mais tu sais quoi ? Je me lève chaque matin, et je n'appartiens à personne. Personne ne trahit ma confiance, personne ne me ment en face. Et ça, crois-moi, ça n'a pas de prix. Elles parlèrent jusqu'à la fermeture du café. Mélanie essayait de la convaincre, Véronica doutait. 2 visions, 2 expériences, 2 chemins possibles. Elles se quittèrent sans avoir trouvé d'accord. « Quelle que soit ta décision, je suis avec toi » dit Mélanie en l'embrassant, « mais d'abord, découvre toute la vérité. Tu as le droit de savoir contre quoi tu te bats. » Ces mots restèrent dans la tête de Véronica. Comment décider, sans connaître l'ensemble du tableau ? À quel point cette relation était-elle sérieuse ? Depuis combien de temps ça durait ? Est-ce qu'ils avaient des projets ensemble ? Le lendemain, elle appela April, la sœur de Mélanie, qui travaillait dans la cybersécurité. Après quelques hésitations, Véronica lui expliqua sa situation. « Je comprends ton besoin de savoir » dit April prudemment. « Mais il y a un aspect légal, les échanges privés sont protégés par la loi. » « Et la trahison, ce n'est pas une violation de mes droits » répliqua Véronica, amère. « Moralement, bien sûr que si. »« Légalement, c'est plus flou » répondit April après un silence. « Écoute, je peux t'aider. Il existe des applis qu'on peut installer sur son téléphone. Elles te renverront une copie de ces messages sur ton adresse mail. Mais il faut que tu aies accès à son téléphone pendant au moins une demi-heure. »« Je trouverai comment faire » dit Véronica d'un ton ferme. L'occasion se présenta 2 jours plus tard. Martin rentra tard de déplacement, prit une douche, puis alla se coucher directement. Son téléphone resta dans la poche de sa veste. Une négligence inhabituelle. Véronica attendit que sa respiration devienne régulière, puis se glissa à pas de loup dans l'entrée. Le téléphone était verrouillé, mais elle connaissait le code à la date de leur mariage. Quelle ironie! Le cœur battant, elle suivit les instructions d'April pour installer le logiciel, remit le téléphone en place, et retourna silencieusement se coucher. Le lendemain matin, après avoir dit au revoir à son mari et à Charlet, elle ouvrit sa boîte mail. Le flot d'informations la submergea, des centaines de messages, de photos, d'audios. Elle commença à lire dans l'ordre chronologique, et à chaque nouveau message, son cœur semblait se figer un peu plus. La liaison durait depuis presque 3 ans. 3 ans. Ce n'était pas une aventure sans lendemain, mais une vie parallèle. Des voyages à l'étranger, des week-ends dans des hôtels à la campagne. Des projets d'avenir. Polly travaillait au service marketing de l'agence Nord. 28 ans, soit 12 de moins que Véronica. Jolie, à en croire les photos sur les réseaux. Soignée, confiante, ambitieuse. Tout ce que Véronica avait mis de côté pour sa famille. Les mains tremblantes, elle regardait les tickets de bijouterie, les additions de restaurant, les quittances de loyer.
leur appartement a un petit nid confortable pour leur rendez-vous. Pendant qu'elle comptait chaque centime pour offrir des cours à Charlet, son mari entretenait sa maîtresse avec l'argent du foyer. Véronica referma l'ordinateur et s'approcha de la fenêtre. Quelque chose en elle venait de se briser. Comme une fine couche de glace. Mais à la place du désespoir apparut une autre sensation froide, nette, décidée. Non, William, pensa-t-elle en regardant le vieil érable dans la cour. Je ne vais pas me précipiter. Mais je ne vais pas non plus rester là à attendre qu'il se lasse. Cette partie se jouera selon mes règles. Un plan commençait à prendre forme dans son esprit. Ni cri, ni scandale, ni vengeance facile. Quelque chose de plus subtil. Elle se souvint comment Charlet lui expliquait les stratégies aux échecs. Il faut toujours penser plusieurs coups à l'avance, maman. Et parfois, il faut sacrifier une pièce pour gagner la partie. Très bien. Elle était prête à faire son premier coup. Elle avait l'accès à ses messages à un avantage. Elle connaissait l'identité de la rivale, une cible. Et cette rage qui bouillonnait en elle une force. On va voir qui va gagner, Polly, murmura-t-elle, les lèvres étirées dans un sourire glacé. La nuit était limpide, piquée d'étoiles acérées, avec un fin croissant de lune décroissante. Véronica était assise à la table de la cuisine, emmitouflée dans un vieux plaid. Devant elle, une pile de messages imprimés échangés entre Martin et Polly. Chaque mot, chaque phrase jetée à la va-vite la blessait, mais elle se forçait à les relire encore et encore, comme si elle tentait de décoder un langage secret. Mon soleil, tout va bientôt changer, tu le sais. Martin. J'en ai marre d'attendre. J'ai besoin de plus que des promesses. Tu comprends que je peux pas rester comme ça indéfiniment. Parfois, j'ai l'impression que tu ne la quitteras jamais. Ces fragments formaient peu à peu une mosaïque que Véronica s'efforçait d'analyser. Une chose était claire, leur relation battait de l'aile. Polly réclamait des engagements, Martin temporisait, se cachant derrière l'excuse de son fils. C'était une faille. Une corde sur laquelle tirer. L'aube la trouva toujours là, devant la fenêtre. Mais son dos était droit, son regard ferme. Quelque chose avait changé en elle cette nuit. Elle avait laissé derrière elle le rôle de victime. Elle était maintenant stratège. Aux commandes de sa propre histoire. Je ne serai jamais figurante dans ma propre vie, pensa-t-elle en regardant la rue qui s'éveillait. Elle sortit d'un tiroir un carnet en cuir, offert par ses collègues pour la fête des enseignants. Elle l'avait gardé pour une occasion spéciale. Elle ouvrit la première page et, d'une écriture nette, nota « Plan d'action ». Puis, après un moment de réflexion, objectif ne pas seulement briser leur relation, mais la pousser à partir d'elle-même. C'était essentiel. Pas de cris, pas de scandale. Pas question de passer pour une femme hystérique ou manipulatrice. Non. Elle agirait avec finesse, intelligence, efficacité. À ce moment-là, Charlet entra dans la cuisine, en bâillant. « Maman, pourquoi t'es pas couchée ?» Il se frotta les yeux et se dirigea vers le frigo pour prendre du jus. Véronica referma le carnet d'un geste vif et lui sourit, sincèrement, en regardant sa tignasse en bataille. « Je prépare un rendez-vous avec la directrice d'une école privée, » mentit-elle, piquée par une pointe de culpabilité. « Et toi, pourquoi si tôt debout ?»« C'est samedi. Y a le tournoi d'échecs, tu te souviens, dit-il, un peu vexé. Je te l'ai dit hier. »« Ah oui, c'est vrai. » Véronica se massa les tempes. Comment avait-elle pu oublier? « Pardon, mon cœur, j'ai la tête à l'envers en ce moment. » Après avoir accompagné Charlet au tournoi à Martin, comme toujours, trop occupée pour s'en charger, Véronica retourna à son quartier général improvisé. La première priorité, organiser son emploi du temps sans éveiller les soupçons. Tout devait sembler normal. Petit déjeuner, devoirs, rendez-vous avec les profs, autant de routines qui masqueraient ses vraies intentions. Les premières notes prirent place dans le carnet. L'agenda de Martin, ses habitudes, le rythme de ses déplacements. Véronica nota les dates de tous ses rendez-vous avec Polly au cours des 6 derniers mois, pour en dégager un schéma. Les rencontres avaient lieu principalement les mardis et jeudis, les jours où Charlet avait ses activités extrascolaires et rentrait tard. Prochaine étape, dresser le profil psychologique de la rivale. Véronica éplucha les réseaux sociaux de Polly, retrouva même quelques articles qu'elle avait rédigés pour une revue spécialisée en marketing. Le portrait qui se dessinait était intrigant, une jeune femme intelligente, ambitieuse,
issue d'un milieu modeste, qui se frayait un chemin dans le monde du business. Pas de père, parents divorcés quand elle avait 5 ans, relation tendue avec sa mère. Déléguée de classe au collège, diplômée avec mention. Pour elle, la réussite professionnelle n'était pas qu'un but financier, c'était une manière de prouver sa valeur. Mais c'est dans les échanges avec Martin que Véronica trouva ce qui l'intéressait le plus. Derrière le flirt et les déclarations brûlantes, elle perçut une peur. Polly avait peur d'être abandonnée. Elle craignait de perdre son temps, de vieillir seule, d'avoir investi dans une relation sans avenir. Peur qu'à 30 ans, elle n'ait ni famille ni stabilité, tout ce qu'elle avait espéré trouver, en grandissant seule avec une mère distante. Voilà, pensa Véronica, en soulignant dans son carnet, point faible. Pas la jalousie, pas l'argent, pas même la passion. Non. C'était la peur du vide, la peur de ne pas compter. La faille à exploiter. Absorbée par ses pensées, Véronica ne remarqua même pas le retour de Charlet tout excité, les yeux brillants. « Maman, j'ai fini 2e, lança-t-il en entrant en trompe dans la pièce, brandissant fièrement son diplôme. « Tu te rends compte ? J'ai presque battu Massey, celui du lycée mathématique. »« Bravo, mon cœur !» s'écria Véronica en le serrant fort dans ses bras. Pendant un instant, toutes ses pensées sombres s'étaient envolées devant cette joie pure. « Raconte-moi tout. » Charlet se lança avec passion dans le récit de ses parties, et Véronica réalisa soudain qu'elle ne comprenait pas grand-chose à ce jeu qui fascinait tant son fils. « Dis, tu pourrais m'apprendre à jouer aux échecs ?» proposa-t-elle, presque surprise par ses propres mots. « Vraiment jouer, pas juste bouger les pièces au hasard. » Les yeux de Charlet s'écarquillèrent de surprise, puis de bonheur. « Vraiment ? Tu veux ?» dit-il en fonçant vers le placard pour attraper l'échiquier. « J'ai toujours rêvé de jouer avec toi. » Pendant l'heure qui suivit, Véronica l'écouta attentivement lui expliquer la valeur des pièces, l'importance de contrôler le centre, les différentes stratégies. « Le plus important, maman, déclara-t-il très sérieusement, c'est d'anticiper plusieurs coups à l'avance. Voir non seulement ce qu'il se passe maintenant, mais surtout ce qui va arriver ensuite. »« Et les sacrifices ?» demanda Véronica. « J'ai entendu dire qu'aux échecs, on sacrifie parfois des pièces. »« Oui, » répondit Charlet en hochant la tête. « Ça s'appelle un gambit. Tu donnes quelque chose de précieux pour prendre un avantage. Par exemple, tu sacrifies un pion pour gagner du temps. Ou même la dame, si ça mène au mat. L'important, c'est de savoir pourquoi tu le fais. » Véronica fixa l'échiquier, pensive. Sacrifier pour gagner. Et si Charlet devenait lui-même ce sacrifice, si son plan échouait ? Si Martin découvrait ce qu'elle faisait et décidait vraiment de partir ? Que deviendrait alors ce garçon, si proche de son père par le regard, et qui avait tellement besoin de lui ? Le soir venu, Charlet dormait profondément. Martin, une fois encore, était absent pour une supposée réunion avec des fournisseurs. Véronica ouvrit sa boîte à bijoux et en sortit une broche ancienne, un héritage de sa grand-mère. Une fine branche en argent, ornée de petites perles en guise de bague, un travail délicat des années 50. Sa grand-mère avait vécu la guerre. Son mari était revenu du front avec une blessure au poumon et une infirmière dans le cœur. Il en était tombé amoureux. Mais elle n'avait pas cédé. « Je ne l'ai jamais retenu de force », racontait-elle à Véronica. « Je l'aimais juste assez fort, assez patiemment, pour qu'il choisisse de rester. » Cette broche, il lui avait offerte après avoir rompu avec l'infirmière, comme un symbole de fidélité retrouvée. Sa grand-mère la portait tout le temps, en semaine comme pour les grandes occasions, jusqu'à la fin de sa vie. Véronica fit glisser ses doigts sur le métal froid. Faut-il se battre pour sauver son couple ? Ou serait-il plus sage de tout lâcher et repartir à zéro ? Maintenant que le choc initial était passé, elle parvenait presque à réfléchir avec détachement. Un appel téléphonique coupa court à ses pensées. L'écran affichait « Maman ». « Bonjour Véronica, ma chérie », dit la voix douce de Frances, un peu inquiète. « Comment ça va chez vous ? Charlet n'est pas malade, j'espère ? » « Tout va bien, maman », répondit Véronica en s'efforçant de paraître naturelle. Charlet a eu la 2e place à un tournoi d'échecs. Martin travaille beaucoup, comme toujours. Et toi, comment tu vas ? Oh, un peu de tension, mais ça va, répondit sa mère après un silence. Mais, t'es sûr que tout va bien ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Véronica se mordit la lèvre.
Elle avait envie de tout dire, de se confier, de trouver un peu de réconfort. Mais sa mère était fragile, son cœur n'était plus très fort. À quoi bon lui faire porter ce poids? Juste un peu fatiguée, mentit-elle. Tu sais, le printemps, la fatigue, le manque de vitamines. Venez donc ce week-end, proposa Frances. Je ferai une tarte, et vous prendrez l'air. Martin pourra bien se libérer un moment de ses projets, non? Je ne sais pas, maman, soupira Véronica. Il est sur quelque chose d'important en ce moment. Après avoir raccroché avec sa mère, Véronica retourna à son carnet. Vraiment, valait-il la peine de préserver ce mariage à tout prix? Pour Charlet? Pour l'habitude? Par peur de l'inconnu? Ces questions restaient sans réponse. Mais une chose, elle en était certaine, elle ne laisserait personne décider de son destin à sa place. Si ce mariage devait prendre fin, ce serait sa décision à elle, pas la conséquence d'une aventure avec une jeunette du bureau. Avant de se coucher, elle vérifia une dernière fois les messages interceptés dans sa boîte mail. Un échange récent attira son attention. Polly, et si on allait au lac le week-end prochain? Ils ont ouvert un nouveau camping, super cosy. Tu m'avais dit que ta femme et ton fils partaient pour l'Olympiade, non? Martin, super idée, mon cœur. Je réserve un chalet avec vue sur l'eau, tu vas adorer. J'ai tellement envie de me retrouver seule avec toi, loin de tout. Véronica relut le message plusieurs fois. L'Olympiade. En effet, Charlet avait été invitée à une compétition régionale de maths, mais elle n'avait pas encore décidé si elle l'accompagnerait. Et Martin, apparemment, avait déjà fait des plans pour profiter de son absence. Une opportunité parfaite pour jouer son premier coup stratégique. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle aborda le sujet d'un ton désinvolte. Martin, je pensais au week-end prochain. Charlet part à l'Olympiade, je pourrais l'accompagner mais... Elle marqua une pause, observant attentivement son mari. Martin leva les yeux de son téléphone, et elle y perçut un éclair d'espoir. Mais tu sais, j'ai croisé Christopher Richardson par hasard, reprit-elle, citant le nom du vice-président de l'entreprise de Martin. Il nous a invités à passer le week-end chez lui. Haywood sera là avec sa femme. Tu sais, il vient d'entrer au conseil d'administration. J'ai dit qu'on serait ravis. Le visage de Martin se décomposa. Ce week-end-là, répéta-t-il. Mais j'ai une réunion importante avec des fournisseurs. Ah bon, fit Véronica en feignant la déception. Dommage. Christopher a insisté pour que tu sois là. Il m'a parlé d'un nouveau projet, d'un possible recrutement. Elle soupira. Bon, je lui dirai que tu es pris. Elle vit son mari lutter intérieurement. Christopher Richardson était une figure clé dans sa progression professionnelle. Rater une occasion de le voir en privé, en compagnie de Haywood, relevait presque du sabotage. Attends. Dit enfin Martin. Je vais décaler la réunion. Bien sûr qu'on ira. Tu es sûr? Demanda Véronica avec un air faussement inquiet. Je sais combien ton travail compte pour toi. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. T'inquiète pas, répondit-il avec un sourire forcé mais Véronica nota la tension dans sa mâchoire. La famille passe avant tout. Et à ce moment-là, elle ressentit une étrange satisfaction. Pas de la vengeance non mais le sentiment d'avoir repris la main. Pour la première fois depuis le début de cette crise, elle ne subissait plus. Elle agissait. Le soir même, alors que Charlet dormait, elle entendit Martin parler sur le balcon, d'une voix basse et tendue. Polly, écoute. Je peux pas annuler, c'est important pour ma carrière. Non, ce ne sont pas des excuses. Oui, je sais ce que j'ai promis. On partira, une autre fois, je te le jure. Après avoir raccroché, il resta longtemps immobile, les yeux perdus dans le ciel nocturne. Et pour la première fois depuis ces jours d'angoisse, Véronica ressentit quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Il semblait perdu, piégé entre deux mondes où il ne pouvait être totalement sincère dans aucun. Mais la pitié ne suffisait pas à l'arrêter. Dans son carnet, une nouvelle ligne s'ajouta, coup numéro 1 week-end chez Richardson. Résultat, positif. Prochain coup, à définir. C'était une petite victoire, la première dans cette guerre silencieuse qu'elle menait seule. Mais Véronica savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Et que le choix le plus difficile, celui qui concernait son propre cœur, était encore à venir.
Elle referma son carnet, jeta un coup d'œil à la photo de famille posée sur la commode tous trois, souriants, bronzés, pendant les vacances de l'année dernière et murmura. Le gambit de la dame, Martin. Voyons comment tu vas le jouer. Polly Langford était assise près de la fenêtre de son petit appartement, observant les gouttes de pluie dessiner des motifs étranges sur la vitre. Ce logement en location, en périphérie de la ville propre, lumineux, mais impersonnel était le seul endroit où elle pouvait réellement être elle-même. Ni ses collègues, ni sa mère, ni même ses amis ne connaissaient cette adresse. Seul Martin la connaissait. Elle traça machinalement une ligne du doigt sur la buée du carreau, comme un itinéraire invisible. Parfois, elle avait l'impression que sa vie tout entière n'était qu'un trajet interminable du point A au point B, le point A étant une enfance marquée par l'humiliation, aux côtés d'une mère célibataire épuisée, et le point B, encore flou, mais terriblement attirant, le respect, la réussite, la stabilité. Une vie où l'on ne compte pas les centimes à la fin du mois, où l'on peut enfin faire des projets, pas juste survivre. Sur la table basse, un nouveau numéro d'un magazine économique, un ordinateur portable ouvert sur une présentation pour la réunion du lendemain, et une tasse de café à moitié vide, froide. Polly travaillait depuis 2 ans comme chargée de marketing dans la filiale Nord d'Urbanaxis, elle y était entrée juste après son master. Ce poste n'était qu'un tremplin. Ses ambitions allaient bien plus loin. Fonder sa propre agence, décrocher de gros contrats, être reconnue dans le milieu. Puis Martin était entré dans sa vie. Leur première rencontre avait eu lieu lors d'un séminaire de l'entreprise. Polly y présentait une stratégie de marketing ciblée, claire, structurée, chiffrée. Elle avait croisé son regard dans la salle, pas condescendant comme celui de tant d'hommes en position de pouvoir, mais concentré, attentif, presque admiratif. Après la présentation, il était venu la voir. Grand, élégant, les tempes légèrement grisonnantes, les gestes sûrs de quelqu'un qui prend des décisions sans trembler. Langford, c'est bien ça? Vos idées sur le ciblage de niche sont intéressantes. Vous avez un moment pour en discuter? Bien sûr qu'elle avait un moment. La discussion s'était prolongée jusqu'à tard, puis s'était poursuivie au restaurant de l'hôtel. Et ensuite? Elle ne l'avait pas prévu, vraiment. Mais entre eux, il s'était immédiatement passé quelque chose. Une alchimie difficile à expliquer, un magnétisme, une compréhension immédiate. Elle avait su qu'il était marié avant même que quoi que ce soit ne commence. Il ne le cachait pas, la bague à son doigt, les allusions à son fils. Elle n'avait jamais voulu être la maîtresse d'un homme marié. Cela allait à l'encontre de ses principes, de sa fierté, de ses projets de vie. Mais je n'ai jamais été aussi heureux qu'avec toi. Ma femme et moi, c'est fini depuis longtemps. On ne reste ensemble que pour notre fils. Je vais régler tout ça, mais il me faut un peu de temps. Des phrases entendues 1000 fois, des excuses banales. Polly était assez lucide pour savoir ce que valent ses promesses. Et pourtant, elle avait cru. Pas tant aux mots, qu'à ce qu'elle ressentait. Pour la première fois, un homme la voyait autrement que comme une jolie fille ou une compagne pratique. Il la respectait, valorisait son intelligence, encourageait ses ambitions, l'aidait dans sa carrière, la recommandait, la présentait aux bonnes personnes. Il y avait eu ensuite les escapades à deux. Les longues soirées à discuter de tout et de rien. Cette façon qu'il avait de l'écouter, vraiment. Son respect pour ce qu'elle pensait. Rares sont les hommes capables de regarder une femme comme si chacun de ses mots comptait. Je t'aime, Polly. Un jour, nous serons ensemble. Et elle y avait cru. Encore et encore. Elle avait refusé une proposition d'entretien à New York, une belle opportunité parce que ça aurait signifié tout arrêter. Elle avait cessé de voir d'autres hommes. Elle avait perdu sa meilleure amie, mariée, mère d'un petit garçon. La trentaine approchait, et elle vivait toujours dans l'attente d'un avenir de plus en plus flou. Parfois, elle avait l'impression de vivre une double vie. Le jour, Polly Langford, brillante marketeuse, jonglant avec les chiffres et les stratégies. Le soir et les week-ends, une femme cachée, reléguée au rôle absurde de maîtresse qui attend un appel, qui invente des excuses à sa mère pour ne pas rentrer à la maison pour les fêtes. Et maintenant, une nouvelle annulation de dernière minute. Elle attendait ce week-end au lac depuis des semaines. Elle avait réservé un chalet, préparé une surprise, une lettre où elle proposait à Martin de créer ensemble une agence de marketing. Elle était prête pour une vraie conversation, sérieuse. Un appel interrompit ses pensées. « Polly, ma chérie, comment tu vas ?» La voix de sa mère, Roberta,
était inquiète. Tu avais l'air triste l'autre fois, au téléphone. Ça va, maman, dit Polly en ravala une boule dans sa gorge. Juste fatigué. Beaucoup de travail. Le travail, d'accord, mais il serait peut-être temps de penser à ta vie personnelle, grogna tendrement sa mère, comme à son habitude. Tu vas bientôt avoir 30 ans, et toujours pas de famille, pas d'enfants. Toutes tes copines sont mariées depuis longtemps. Maman, j'ai pas envie d'en parler maintenant, répondit-elle, un brin agacée. C'est ma vie. Quelle vie? Sa voix se brisa légèrement. Tu travailles tout le temps. Je te vois bien, tu n'es pas heureuse. Tu as une belle carrière, un bel appartement, mais dans tes yeux, il n'y a que de la solitude. Polly ferma les yeux. Sa mère, avec toute sa simplicité, la lisait comme un livre ouvert. Peut-être parce qu'elle avait connu la même histoire, tomber amoureuse d'un homme marié, tomber enceinte, attendre qu'il quitte sa femme. Il ne l'avait jamais fait. Il était parti, laissant derrière lui une mère seule avec un bébé, et quelques vagues promesses qui s'étaient vite envolées. « Je vais m'en sortir, maman, dit-elle tout bas. Ne t'inquiète pas pour moi. » La pluie redoubla, se transformant en véritable déluge. Polly décida de ne pas sortir. Elle resterait chez elle, regarderait un film, essaierait de ne pas penser à Martin, probablement en train de sourire et de discuter avec ses collègues dans une maison de campagne, aux côtés de sa femme, cette femme dont elle ne savait presque rien, si ce n'est qu'elle était une ancienne professeure et la mère d'un garçon fragile. La sonnette retentit. Polly sursauta. Martin? Il aurait réussi à se libérer? Une lueur d'espoir, aussitôt éteinte. Non, il aurait appelé. Sur le palier se tenait un livreur avec un bouquet de roses blanches. Polly Langford? Une livraison pour vous. Un petit carton accompagnait les fleurs. Je t'ai vu hier, mais tu es passé trop vite. Tu te souviens de ton fidèle admirateur de la 3e année? On dîne ensemble? Ed. Polly resta figée. Ed Lawrence. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. Délégué de l'autre promo, toujours sur scène dans les pièces du campus. Amoureux d'elle pendant toute la fac. Elle l'avait croisé brièvement la veille dans un centre d'affaires, mais n'avait fait que lui adresser un signe de tête, pressé. Et maintenant, il avait retrouvé ses coordonnées et lui envoyait des fleurs. Quelque chose bougea en elle, une nostalgie douce pour des relations simples, honnêtes. Pas de secrets, pas de mensonges. Juste des cinémas dans la main, des repas avec les parents, des projets en commun. Et si, pensa-t-elle, mais repoussa aussitôt cette idée. Non. J'aime Martin. On sera ensemble, il me l'a promis. Il faut juste attendre encore un peu. Et pourtant, en regardant ces roses blanches, elle sentit avec une clarté douloureuse que le temps ne jouait pas en sa faveur. Chaque année d'attente était une année qu'elle ne retrouverait jamais. Ce même samedi, dans un tout autre univers, Véronica Pierce était assise devant le miroir du salon de coiffure Eden. Une jeune coiffeuse s'affairait autour de ses cheveux, qu'elle attachait depuis des années en un chignon pratique ou une simple queue de cheval. « Je pense qu'un carré plongeant aux épaules vous irait super bien, » disait la coiffeuse en enroulant une mèche autour de sa brosse. « Vous avez un visage magnifique, cette coupe le mettrait en valeur. Et quelques mèches plus claires pour du volume, ce serait parfait. » Véronica hocha la tête en observant son reflet dans le miroir. Depuis quand ne s'était-elle pas vraiment regardée? Pas en coup de vent, pour vérifier que tout allait bien, mais avec attention, avec curiosité. Quelques ridules au coin des yeux, une légère fatigue dans le regard, mais ses yeux étaient toujours les mêmes gris, parsemés de petites taches dorées que Martin appelait autrefois « poussière d'étoiles ». Elle n'était pas venue au salon par vanité ni pour plaire à son mari. C'était un premier pas vers elle-même. Vers cette Véronica qui dévorait les livres, qui débattait jusqu'à en perdre la voix sur le symbolisme du siècle d'argent, qui rêvait d'écrire un ouvrage sur les figures féminines dans la littérature. Celle qui s'était peu à peu effacée derrière les devoirs de mère, le quotidien, et le rôle confortable mais effaçant d'épouse d'un homme à succès. Après le salon, elle se rendit au centre commercial. Elle y passa 2 heures à errer entre les rayons, essayant, comparant, à la recherche d'un style pas celui, pratique et discret, qu'elle avait adopté depuis des années, mais un style qui reflèterait ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Elle finit par acheter quelques robes sobres mais élégantes, 2 blouses au design original, et une paire d'escarpins à petits talons. De retour chez elle, elle fit un grand tri dans son dressing, mettant de côté tout ce qui symbolisait sa vie d'avant pour l'offrir à une association.
Et le soir, quand Charlet dormait déjà et que Martin n'était pas encore rentré de sa réunion, elle grimpa sur une chaise pour récupérer sur l'étagère du haut les livres qu'elle aimait tant autrefois. Ne parlez jamais aux inconnus, lut-elle en souriant la première ligne. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas parlé à son vrai moi, celui, oublié, caché sous les couches de responsabilité et de silence. Martin rentra tard. Il s'arrêta net en la voyant dans le salon, une nouvelle coupe, robe d'intérieur élégante à la place de son habituel peignoir, un livre posé sur les genoux. « Véronica ?» Sa voix trahissait une vraie surprise. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» « J'ai eu envie de changer un peu de look, » répondit-elle avec un haussement d'épaule, d'un ton détaché. « Tu aimes ?» Il s'approcha lentement, la détailla comme s'il la découvrait. « Beaucoup, » dit-il enfin. « Tu es magnifique. » Il y avait dans son regard quelque chose de complexe, un mélange d'admiration et d'inquiétude. Comme si cette nouvelle version de sa femme, séduisante et affirmée, l'attirait tout autant qu'elle le déstabilisait. « Merci, » répondit-elle avec un sourire en reprenant sa lecture, tournant la page bien en vue. Le lendemain matin, en préparant les affaires pour leur week-end chez Christopher Richardson, Véronica lâcha d'un ton léger. « Au fait, j'ai une nouvelle, je me suis inscrite à des cours de psychologie au centre de développement personnel. 3 fois par semaine, le soir après le travail. » « De la psychologie ?» Martin leva les sourcils. « Pourquoi faire ? » Charlet va devenir ado. Je veux mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête, comment l'accompagner dans cette période. Elle replia soigneusement dans la valise une robe couleur bleu profond. Et puis, ça m'intéresse. Tu sais que j'ai toujours aimé apprendre. C'était vrai, en partie. Les cours l'aideraient sûrement à mieux comprendre son fils. Mais son but profond était tout autre, se comprendre elle-même, apprivoiser ses émotions, et peut-être même s'ouvrir à une nouvelle voie professionnelle, une forme d'indépendance, au cas où elles doivent repartir de zéro. Le week-end chez le directeur adjoint fut un vrai triomphe pour Véronica. Christopher, homme cultivé à l'ancienne, était passionné de littérature classique. Sa femme, Jacqueline, collectionnait la porcelaine et pouvait parler de tout avec élégance. Le couple Haywood, la cinquantaine, globetrotter curieux, racontait 1000 anecdotes de voyage. Véronica, comme réveillée d'un long sommeil, s'intégra avec enthousiasme aux conversations sur l'art, l'architecture contemporaine, la psychologie des relations. Elle cita ses poètes préférés, partagea des souvenirs amusants de sa vie de professeur. Son univers intérieur, longtemps étouffé par le quotidien, s'épanouit soudain vif, sensible, lumineux. Charlet, les yeux brillants, lui souffla pendant le dîner. « Maman, t'es géniale. Tout le monde t'écoute, même Christopher. » Et Martin ? Il la regardait avec un mélange d'étonnement et de regret. Un regard qui disait qu'il comprenait, peut-être pour la première fois, ce qu'il avait failli perdre. Le soir, de retour dans la chambre qui leur avait été réservée dans la maison d'hôte, Martin s'approcha d'elle pour la première fois depuis longtemps, doucement, avec une tendresse maladroite, comme au début de leur mariage. « Tu étais rayonnante ce soir », murmura-t-il en embrassant son cou. « Tout le monde t'a adoré. » Véronica ferma les yeux, traversée par un mélange d'émotions contradictoires, le réflexe familier de répondre à sa tendresse, l'amertume de connaître sa double vie, et une étrange satisfaction de voir que son plan portait ses fruits. Finalement, elle se laissa aller, non pas pour lui, mais pour elle-même. Ce n'était pas un abandon, mais un nouveau pas vers la reconquête de sa féminité, celle qu'elle avait mise de côté en s'effaçant derrière les rôles de mère et d'épouse dévouée. Le lendemain matin, Christopher prit Martin à part pour une conversation privée. Puis vint le moment des adieux cordiaux, chaleureux, ponctués d'invitations à revenir. « De quoi vous avez parlé, Christopher et toi ?» demanda Véronica d'un ton neutre pendant le trajet du retour. « Il m'a proposé de diriger un nouveau projet. » Martin ne cachait pas son sourire satisfait. « C'est une vraie promotion. Et tu sais quoi ? Il m'a dit que j'avais une femme brillante et cultivée. Que c'était apprécié dans leur cercle. » Véronica resta silencieuse, le regard perdu à travers la vitre, observant les arbres défiler. Ces mots résonnaient étrangement en elle, alors voilà, elle n'était qu'un atout de plus dans sa stratégie de carrière. Un accessoire valorisant. Mais une autre part d'elle, plus froide et déterminée, celle qui menait sa propre partie d'échecs, nota mentalement, réussi. Une semaine plus tard, en consultant discrètement la boîte mail synchronisée, Véronica tomba sur un message de Polly à Martin.
Il contenait un business plan pour la création d'une agence de marketing, un projet ambitieux et une demande de financement. Une somme importante, destinée aux frais de lancement. C'est notre projet commun, Martin, écrivait-elle. Je m'occuperai de l'opérationnel, toi de la stratégie et des finances. C'est une chance de construire enfin quelque chose à deux. Véronica relut le message plusieurs fois. Ce n'était plus une simple histoire d'amour. C'était un projet de vie à deux, concret, solide, bien plus avancé qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, la voiture familiale tomba soudainement en panne, un dysfonctionnement mystérieux du système électronique, qui nécessitait des réparations coûteuses. Et le jour suivant, le professeur principal de Charlet insista pour qu'il soit vu par un psychologue, en raison de son repli sur lui-même et de son anxiété. Le spécialiste recommandé exerçait, dans une clinique privée hors de prix. « Je suis désolé, mais on va devoir repousser les grosses dépenses, » dit calmement Véronica à son mari pendant le dîner. Avec la voiture et ce psy pour Charlet. Peut-être dans quelques mois, ça ira mieux. Elle vit Martin se crisper. Mais il ne pouvait rien répondre, la santé de leur fils avait toujours été une priorité. Le lendemain, Martin envoya un message à Polly, il allait devoir repousser le financement de son projet à cause de dépenses familiales imprévues. Le soir même, Véronica retrouva Mélanie dans leur café habituel. « Alors ? Ton plan fonctionne ?» demanda son ami en remuant son café. « Il fonctionne » soupira Véronica. « Mais parfois, je doute. C'est de la manipulation, au fond. Je déplace des gens comme des pièces sur un échiquier. » « Et lui, il ne t'a pas manipulé toutes ces années » répliqua sèchement Mélanie. « Il ne t'a pas menti ? Pas trahi ? » « Ça ne justifie pas mes actes » murmura Véronica. « Parfois, j'ai peur de devenir quelqu'un que je ne pourrai plus respecter. »« Tu protèges ta famille » dit Mélanie en posant la main sur la sienne. « Et toi-même. Tu en as parfaitement le droit. » Mais les doutes ne la quittaient pas. Pour canaliser son anxiété, Véronica s'était mise à courir le matin, d'abord à contre-cœur, puis avec plaisir. Elle s'était aussi inscrite à la piscine. L'activité physique l'aidait à clarifier ses pensées, à calmer ses nerfs, à se sentir plus forte, mentalement et physiquement. Jour après jour, elle percevait des changements en elle, sa posture devenait plus droite, son regard plus assuré, sa parole plus posée. Comme si, petit à petit, une autre femme sortait de la chrysalide, une femme forte, qui connaissait sa valeur. Ces changements ne passaient pas inaperçus, les voisins, sa mère, son fils les remarquaient. Et bien sûr Martin, qui la regardait maintenant avec une attention nouvelle, comme s'il tentait de percer un mystère. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la ville, Polly Langford recevait un message d'Ed Lawrence, l'invitant à un concert de son groupe préféré. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda. Et pourquoi pas ? Deux femmes. Deux vies parallèles. Reliées par un fil invisible. L'une tentait de reprendre ce qu'elle estimait lui appartenir. L'autre commençait à douter de ce qu'elle essayait désespérément de retenir. Et toutes deux, sans le savoir, avançaient vers un point où leur chemin allait se croiser d'une façon inattendue. Le malheur arriva soudainement, comme tous les vrais malheurs, sans prévenir, sans laisser le temps de s'y préparer. Véronica rentrait d'un cours de psychologie quand son téléphone se mit à vibrer avec insistance. « Véronica ?» La voix de la professeure principale de Charlet était tendue. « Vous devez venir immédiatement à l'école. » Charlet s'est senti mal en cours de sport. Il a perdu connaissance. On a appelé les secours. Le monde se rétrécit à la taille du téléphone qu'elle serrait entre ses doigts glacés. Une peur viscérale, profonde, purement maternelle, s'empara d'elle. « J'arrive » souffla-t-elle avant de courir vers le premier taxi. À l'école, une enseignante pâle et l'infirmier scolaire l'attendaient. Charlet, à moitié allongé sur une banquette, avait le visage blanc comme un drap, le front trempé de sueur, et sa respiration était sifflante, douloureuse. Une crise d'asthme, expliqua le médecin. Mais atypique. Il y a eu une perte de conscience. Il faut l'hospitaliser rapidement pour des examens. L'ambulance ne devrait plus tarder, ajouta la professeure. On l'a appelée il y a 20 minutes. Véronica s'agenouilla auprès de son fils et serra sa main brûlante dans les siennes. « Charlet, mon cœur, je suis là » murmura-t-elle. « Ça va aller, tiens bon. » Il entr'ouvrit les yeux troubles, les pupilles dilatées. « Maman, j'ai du mal ?» Chaque mot semblait lui coûter un effort immense.
Je sais, mon ange, je sais. L'aide arrive, très vite. Elle caressait les cheveux trempés de sueur de son fils, et sentait la panique monter en elle, implacable. Véronica sortit son téléphone d'une main tremblante et appela son mari. Sonnerie longue, puis la messagerie. Une fois. 2 fois. 3. Toujours rien. Où es-tu quand on a vraiment besoin de toi, pensa-t-elle, et toute l'amertume accumulée ces dernières semaines se concentra dans cette phrase. Elle se souvint qu'elle pouvait localiser Martin via l'application de suivi. Elle l'ouvrit, restaurant Bellagio, en plein centre-ville. Le même endroit où, selon les messages interceptés, il rencontrait souvent Polly. À ce moment-là, un agent de sécurité essoufflé entra dans l'infirmerie. L'ambulance est bloquée sur l'autoroute centrale. Il y a eu un accident, elle ne pourra pas passer avant au moins 40 minutes. Véronica sentit sa gorge se serrer. 40 minutes. Charlet avait déjà les lèvres bleues, chaque respiration était un effort douloureux. « Quelqu'un a une voiture ?» demanda-t-elle, s'adressant au médecin, à l'enseignante, au vigile. Tous secouèrent la tête. « Moi, je peux vous emmener » dit alors une voix familière depuis la porte. Véronica se retourna. William était là, un peu décoiffé, vêtu d'un long impair usé. « J'ai déposé mon petit-fils pour l'Olympiade de maths » expliqua-t-il. « J'ai entendu parler de votre fils. Ma voiture est garée juste en bas. On sera plus rapide que l'ambulance. » Sans hésiter une seconde, Véronica acquiesça. William l'aida à porter Charlet jusqu'à sa vieille voiture, propre et bien entretenue. Pendant tout le trajet, elle tenait son fils à moitié allongé sur ses genoux, comptant ses inspirations sifflantes, comme si cela pouvait l'aider à respirer. « Vous avez réussi à joindre votre mari ?» demanda William, concentré sur la route. « Il répond pas » répondit Véronica sèchement, sans détail. Le vieil homme hocha la tête, sans insister. Aux urgences de l'hôpital pédiatrique, Charlet fut immédiatement conduit en réanimation. Véronica resta seule dans le couloir glacial, serrant contre elle son sac à dos contenant un change. La peur l'envahissait par vagues, entrecoupées de moments de calme figé, presque irréels. William ne partit pas. Il s'assit à côté d'elle, parfois s'éclipsant pour lui ramener du thé de l'automate du hall. Sa présence silencieuse la réconfortait, rappelant ce lien ancien entre voisins, ce soutien simple qu'on s'offrait sans poser de questions. « Il va s'en sortir » dit finalement William. « J'ai vu beaucoup de gamins mal en point, croyez-moi. Le vôtre est solide. Et il a du caractère. Il s'en sortira. » Véronica hocha la tête sans pouvoir répondre. Dans son esprit, elle revoyait Charlet, pas celui de la salle d'infirmerie, haletant et pâle, mais le nourrisson minuscule emmailloté dans une couverture. Son miracle. Son rayon de lumière après tant d'années de vide. Le destin pouvait-il vraiment être assez cruel pour le lui arracher maintenant? Son téléphone vibra dans sa poche. Martin, enfin. Véronica? Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai 10 appels manqués. Sa voix semblait inquiète, mais elle y entendait aussi autre chose, une culpabilité précipitée, le bruit de fond d'un restaurant. Charlet est à l'hôpital, dit-elle d'une voix sèche. Crise d'asthme. Il a perdu connaissance. Il est en réanimation. Silence à l'autre bout. Puis des bruits de mouvement, des billets froissés et il payait. Et enfin. J'arrive. Je suis là dans une demi-heure. Martin arriva 40 minutes plus tard, les cheveux en bataille, le col de chemise ouvert, les yeux pleins d'inquiétude. Lorsqu'il aperçut Véronica assise avec un vieil homme à ses côtés, il resta figé une seconde, comme s'il ne comprenait pas qui il avait en face de lui. « C'est William, notre voisin », expliqua calmement Véronica. « C'est lui qui nous a emmenés ici quand l'ambulance a été bloquée dans les embouteillages. » Martin tendit la main à l'homme âgé. « Merci infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Il n'y a pas de quoi », répondit William en se levant. « Maintenant que vous êtes là, je vous laisse. Mon petit-fils doit m'attendre. Donnez à Charlet tous mes vœux de rétablissement. » Quand il partit, Martin s'assit à côté de Véronica. Il sentait l'eau de toilette de luxe et des notes de parfum féminin. « Qu'est-ce que disent les médecins ?» demanda-t-il sans oser croiser son regard. « Rien de précis encore. Ils font des analyses, il a une perfusion, de l'oxygène, » répondit Véronica d'une voix posée. « On attend les résultats. » J'étais en réunion,
J'ai laissé mon téléphone dans ma veste, je n'ai pas entendu. Commença-t-il. Peu importe, coupa-t-elle. Ce qui compte, c'est Charlet. Un jeune médecin aux yeux fatigués s'approcha. Les parents de Charlet Pierce? Son état est stabilisé. La crise était sévère, mais il est hors de danger. Nous allons le transférer en soins intensifs. Un seul parent peut rester la nuit. Je vais rester, dirent-ils en même temps, surpris de s'être rejoints. Vous pouvez tous les deux rester un moment, dit le médecin en souriant légèrement. Mais pour la nuit, c'est un seul parent, c'est le règlement. Charlet fut installé dans une petite chambre à 2 lits, dont l'un était vide. Il dormait, branché à une perfusion et un masque à oxygène. Sa respiration était plus régulière, son teint retrouvait des couleurs. Véronica et Martin étaient assis de chaque côté du lit, silencieux, les yeux rivés sur les mouvements calmes de sa poitrine. « Tu te souviens de sa naissance » demanda doucement Véronica, sans le quitter des yeux. Martin acquiesça. « Si petit que j'osais à peine le porter. Toi, tu l'as pris tout de suite contre toi. » Il s'est calmé aussitôt. « J'avais tellement peur de le perdre » murmura Véronica. « Toute la grossesse, et même après. Je me réveillais la nuit pour vérifier s'il respirait. »« Tu as toujours été plus forte que moi, » dit soudain Martin. « À l'époque, je ne comprenais pas ce que tu vivais. Toutes ces années d'attente, les hôpitaux. » Véronica tourna la tête vers lui. Pour la première fois ce soir-là, elle le regarda vraiment. Son visage marqué, des rides nouvelles, les cheveux plus gris. L'homme avec qui elle avait partagé près de 20 ans. Le père de son fils. Un étranger, et pourtant si familier. On a tenu bon, se contenta-t-elle de dire. On l'a élevé. Ils parlèrent jusqu'à tard dans la nuit à voix basse, dans la pénombre, bercés par la respiration régulière de Charlet. Ils parlèrent de lui, de ses succès aux échecs, de ses rêves, de leurs inquiétudes. Ils reparlèrent de leur jeunesse, de leurs débuts, de tout ce qui avait changé. Quand l'infirmière passa la tête par la porte pour leur signaler qu'un seul parent devait rester, Martin prit soudain la main de Véronica comme autrefois, quand il rentrait du patin à glace, transi mais heureux. Sa main était chaude, rassurante. « Reste avec lui, dit-il doucement. Je reviendrai demain matin avec le petit-déj et des affaires. » Et pour la première fois depuis bien longtemps, Véronica le crut. Elle savait qu'il tiendrait parole. Charlet resta 3 jours à l'hôpital. Le diagnostic fut sérieux, mais pas dramatique, une forme classique d'asthme nécessitant un traitement régulier et une attention particulière au quotidien. On vit très bien avec ça, assura le médecin. L'essentiel, c'est d'être vigilant et de ne jamais oublier ses médicaments. Pendant tout ce temps, Martin était présent, il arrivait le matin avec le petit déjeuner, restait jusqu'au soir, parlait au médecin, plaisantait avec Charlet, soutenait Véronica. On aurait dit que l'ancien Martin était revenu, celui qu'elle avait aimé autrefois. Prévenant, attentionné, fiable. De retour à la maison, ils s'installèrent dans une nouvelle routine, horaire strict pour les médicaments, régime particulier pour Charlet, rendez-vous médicaux réguliers. Comme aux premières années de sa vie, quand chaque jour était fait d'angoisse et d'espoir. Et pourtant, quelque chose avait changé entre eux. Un peu plus de chaleur, un peu moins de distance, comme si le mur bâti par les années de silence s'était enfin fissuré. Mais bientôt, Martin recommença à rentrer tard. Les dîners à 3 se firent rares. Un soir, Véronica vérifia sa localisation et il se trouvait au même restaurant où il avait rencontré Polly le jour de la crise de Charlet. Plus tard dans la soirée, elle consulta ses messages et lut un texto de Polly. « Il faut qu'on parle en urgence. C'est important. Pas par téléphone. » Le cœur de Véronica rata un battement. Des nouvelles importantes? Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Une grossesse? Un ultimatum? Rien de tout cela n'annonçait rien de bon pour sa famille. Cette nuit-là, elle resta éveillée, écoutant la respiration de Martin. Ça ne pouvait plus durer. C'était une impasse, un cercle vicieux dont il fallait sortir. Elle ne s'était pas battue tout ce temps pour abandonner maintenant. Le lendemain matin, en consultant le tableau des notes de Charlet, elle vit une annonce pour un prochain tournoi d'échecs en ville. Son fils rêvait depuis longtemps d'intégrer l'équipe principale, mais l'entraîneur avait toujours choisi les plus expérimentés. C'est ma chance, pensa Véronica, avec une pointe de culpabilité en réalisant qu'elle était prête à utiliser son fils dans sa stratégie.
Après les cours, elle se rendit à l'école et demanda à rencontrer l'entraîneur d'échecs, Leonard Clark, un homme mince, d'âge moyen, au regard perçant et aux cheveux toujours en bataille. Vous savez, après sa maladie, Charlet a besoin d'un vrai soutien moral, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Une victoire, même petite, pourrait beaucoup compter pour lui. Je sais qu'il y a de meilleurs joueurs, mais peut-être juste une partie. Léonard tapota pensivement ses doigts sur le bureau. En fait, il a bien progressé dernièrement. Il comprend les stratégies de jeu. Il consulta son carnet d'entraînement. D'accord. Je le mets à la deuxième table pour le deuxième tour. On verra comment il se débrouille. De retour à la maison, Véronica annonça aussitôt la nouvelle à Charlet. Le visage de l'enfant s'illumina, ses yeux brillèrent de cette flamme particulière qui ne s'allumait que quand il parlait d'échecs. Vraiment? Je vais jouer? Pour de vrai, pas en remplaçant? Il n'en revenait pas. Papa doit venir, c'est obligé. Bien sûr, répondit Véronica avec un sourire, le cœur un peu serré, je vais lui dire. Le soir, quand Martin rentra, elle glissa la nouvelle l'air de rien. Ce samedi, Charlet joue au tournoi en ville. Tu te rends compte? Il est dans l'équipe principale. Samedi? Martin fronça les sourcils. J'ai une réunion importante. Il compte vraiment sur toi, dit Véronica en le fixant. Depuis l'hôpital, il est plus fragile. Tu sais combien ton soutien est important pour lui. Martin détourna les yeux. Véronica vit qu'il hésitait. Tu sais, ajouta-t-elle d'un ton faussement désinvolte, si tu ne peux pas, je demanderai à Léonard de rester avec lui. Ils sont très proches ces temps-ci. Comme un deuxième père. Cette phrase, dite sans insistance mais avec un léger sous-entendu, fit mouche. Véronica vit dans les yeux de son mari une lueur d'inquiétude, pas juste de la culpabilité, mais quelque chose de plus profond, la peur de perdre sa place dans le cœur de son fils, d'être remplacé par un autre homme. Non, je viendrai, dit Martin avec fermeté. J'y serai, c'est promis. Le samedi matin était ensoleillé et frais. Véronica et Charlet arrivèrent au club d'échecs en avance. Le garçon était fébrile mais concentré, répétait ses ouvertures, marmonnait quelque chose comme une formule magique. Papa va vraiment venir, demanda-t-il pour la 10e fois, les yeux fixés sur la porte de la salle. Il a promis, répondit Véronica d'un ton neutre, le cœur serré. Le premier tour venait de commencer. Charlet devait jouer au second, dans 1h30. Martin n'était toujours pas là. Véronica savait qu'à ce moment précis, dans un café à l'autre bout de la ville, Polly l'attendait avec ses fameuses « nouvelles importantes ». Le choix qu'il ferait aujourd'hui déterminerait l'avenir de leur famille. Le temps passait lentement, presque douloureusement. Véronica souriait mécaniquement aux autres parents, répondait aux questions de l'entraîneur, mais elle était tendue comme une corde. 10 minutes avant le second tour, toujours pas de Martin. Charlet s'approcha d'elle, tête baissée. « Il viendra pas, hein » murmura-t-il. Et dans sa voix, il y avait une maturité douloureuse qui serra le cœur de Véronica. Il commença-t-elle, mais à cet instant, les portes s'ouvrirent à la volée. Martin entra dans la salle, essoufflé, les cheveux en bataille, un bouquet de fleurs à la main. « Papa » s'écria Charlet, courant vers lui sans se soucier de paraître grand. Martin serra son fils dans ses bras, tendit le bouquet à Véronica et esquissa un sourire désolé. « Pardon, les embouteillages. J'ai cru devenir fou. » Dans son regard, Véronica vit tant d'émotions, de la culpabilité, du soulagement, une nouvelle détermination qu'elle en resta sans voix. Elle se contenta de hocher la tête en prenant les fleurs, et sentit une chaleur inattendue l'envahir. Le deuxième tour commença. Boosté par la présence de son père, Charlet joua brillamment. Son adversaire, un garçon plus âgé, médaillé des tournois précédents, commença par sourire avec condescendance, mais son expression se fit vite sérieuse. Il fronça les sourcils, se mordit les lèvres. Véronica et Martin restaient debout, côte à côte, sans se toucher mais plus proches qu'ils ne l'avaient été depuis des mois, suivant chaque mouvement de leur fils avec une intensité silencieuse. « Il va gagner » murmura Martin alors que la position devenait clairement favorable à Charlet. « Regarde ce coup, c'est brillant. » Et en effet, quelques minutes plus tard, l'adversaire de Charlet renversa son roi en signe de défaite. Ce soir-là, ils fêtèrent la victoire simplement, à la maison, mais avec un sentiment d'unité qu'ils n'avaient plus connu depuis longtemps. Charlet, rayonnant,
raconta sa stratégie, les erreurs de son adversaire, ses ambitions pour les prochains tournois. Martin l'écoutait avec intérêt, posait des questions, promettait d'assister à tous les tours la prochaine fois. Quand Charlet alla enfin se coucher fatigué mais comblé, Véronica et Martin restèrent seuls dans la cuisine. Un silence un peu maladroit s'installa. « Merci d'être venu aujourd'hui », dit enfin Véronica. Ça comptait beaucoup pour lui. Et pour moi. Martin acquiesça, fixant sa tasse de thé comme s'il y cherchait des réponses. « Je devais venir, dit-il simplement. C'est mon fils. Vous êtes ma famille. » Dans ces mots, Véronica entendit plus qu'un simple constat. Un choix. Une décision. Un tournant. Tard dans la nuit, alors que Martin était sous la douche, elle céda à une impulsion et vérifia son téléphone. Un nouveau message de Polly, envoyé quelques heures plus tôt. « Je ne peux plus vivre comme ça. C'est fini. » Véronica reposa doucement le téléphone. Ce qu'elle ressentit n'était pas de la victoire, mais plutôt une tristesse paisible. Les relations humaines sont si fragiles. Les briser est facile. Les réparer, presque impossible. Mais on va essayer, pensa-t-elle en regardant la photo de famille sur le mur. Tous les trois, devant la mer, heureux, bronzés, vrais. La partie était gagnée. Mais à quel prix? Et était-ce vraiment la fin du jeu, ou le début d'une partie bien plus complexe? Dans son petit appartement en périphérie de la ville, Polly rangeait ses affaires dans une valise méthodiquement, soigneusement, comme elle faisait tout dans sa vie. Chaque geste était précis, réfléchi, presque chorégraphié. Les chemisiers avec les chemisiers, les pantalons avec les pantalons, une feuille de papier fin glissée entre chaque couche pour éviter les plis. Une habitude professionnelle, organisée, structurée, garder le contrôle. Mais à l'intérieur d'elle-même, rien n'était organisé, c'était un chaos d'émotions contradictoires, impossible à maîtriser. Elle sortit du tiroir une enveloppe contenant une lettre manuscrite. Un peu vieillot, peut-être même théâtral, écrire une lettre à l'heure d'aimer et des messages instantanés. Mais certaines choses réclament une forme particulière, un rituel d'adieu. Cher Martin, commençait la lettre qu'elle relisait pour la 10e fois, quand tu liras ces mots, je serai déjà dans le train pour New York. Ne me cherche pas, ne m'appelle pas, c'est vraiment la fin. Pas parce que je ne t'aime plus. Mais parce que je m'aime suffisamment pour ne plus vivre comme je l'ai fait ces 3 dernières années. 3 ans. 1095 jours passés à attendre, suspendus dans une douce illusion que les choses finiraient par changer, que les promesses deviendraient réalité. Je ne t'en veux pas, poursuivait-elle, tu ne m'as jamais promis de quitter ta famille, tu n'as jamais donné de délai. C'est moi qui ai inventé cette histoire, moi qui ai voulu croire que ce qu'on vivait dépassait une simple liaison. Pendant 3 ans, j'ai tourné le dos à d'autres opportunités, à d'autres histoires, à ma propre carrière. 3 ans à vivre à moitié, dans le secret, dans l'ombre de ta vraie vie. Polly posa la lettre et s'approcha de la fenêtre. La vue donnait sur un immeuble sans charme, une clôture de chantier, quelques passants pressés. Une parfaite métaphore de sa relation avec Martin, aucune perspective, aucun horizon, aucune couleur. On dit que chacun reçoit l'amour qu'il pense mériter. Peut-être qu'elle n'avait jamais cru mériter mieux. Une fille élevée seule par une mère épuisée, luttant chaque jour pour survivre, comment aurait-elle appris à se valoriser? Mais quelque chose avait changé ces dernières semaines. Quelque chose avait bougé en elle, comme une plaque tectonique brisant l'équilibre familier du mensonge. Peut-être que ça avait commencé avec ce week-end au lac annulé, encore une déception dans une longue série de faux espoirs. Ou avec ses appels restés sans réponse le jour où elle l'attendait dans ce café pour lui parler sérieusement, et qu'il avait préféré aller au tournoi d'échecs de son fils. Ou peut-être cette rencontre avec Ed, cet ancien camarade d'université, qu'il avait regardé avec un émerveillement sincère, un vrai intérêt. Je pars à New York. Une amie m'a trouvé un poste dans une bonne agence. J'ai donné ma démission il y a une semaine, Christopher Richardson a déjà signé. Ne t'inquiète pas pour moi, je m'en sortirai. J'ai toujours su me débrouiller seul. New York, c'est la ville des possibles, un nouveau départ. Oui, j'ai peur. J'ai 30 ans, pas 17. Recommencer à zéro, c'est dur. Mais je préfère un arrachement douloureux maintenant qu'une lente agonie dans une histoire sans avenir. Le téléphone sonna, c'était sa mère. Polly inspira profondément avant de décrocher. Salut maman. Alors, prête, la voix de Roberta était à la fois inquiète et fière. Tu as vérifié ton billet?
Tu as pris un parapluie? Ils annoncent de la pluie à New York. J'ai tout pris, maman, répondit Polly avec un sourire involontaire. Elle avait 30 ans, elle partait construire une nouvelle vie, mais pour sa mère, elle restait cette petite fille à qui il fallait encore rappeler de ne pas oublier son parapluie. T'as une voix triste, remarqua sa mère avec une justesse désarmante. C'est à cause de lui? Le type marié? Polly sursauta. Elle n'avait jamais parlé de Martin à sa mère, mais Roberta, malgré sa simplicité apparente, avait un instinct quasi animal pour sentir ce genre de choses. Non, maman, mentit-elle doucement. C'est juste le stress du départ. Mouais. Répondit Roberta, sceptique. Fais attention, ma fille. Ne répète pas mes erreurs. Les hommes mariés ne quittent pas leur femme. Et quand ils le font, c'est jamais bien longtemps et toujours à moitié. Après l'appel, Polly reprit sa lettre et en rédigea les dernières lignes. Je ne t'en veux pas, vraiment. Tu m'as offert de beaux moments. Mais moi, j'ai besoin d'une vie entière, pas de morceaux épars. Adieu. Ne me cherche pas, Polly. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, y inscrivit l'adresse du bureau de Martin et la remit à un coursier. Il la livrerait demain, quand elle serait déjà dans le train. Martin Pierce était assis à son bureau, dans l'espace lumineux du siège d'Urbanaxis, feuilletant machinalement un rapport trimestriel sans vraiment y prêter attention. Son esprit vagabondait là-bas, au tournoi d'échecs où, 2 jours plus tôt, son fils avait remporté sa première vraie victoire, et où lui-même avait enfin pris une décision qu'il repoussait depuis des mois. Polly ne répondait plus depuis la veille. Elle n'était pas venue au travail, n'avait pas réagi à ses messages. D'abord, il s'était mis en colère, il devait se voir pour une discussion sérieuse, il voulait lui expliquer que tout était fini. Et puis elle avait disparu. Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. Martin, du courrier pour vous, annonça sa secrétaire en posant une simple enveloppe blanche sur son bureau, son nom écrit d'une écriture inclinée qu'il connaissait bien. Il attendit qu'elle soit sortie pour ouvrir l'enveloppe. En lisant la lettre, il ressentit une étrange combinaison d'émotions, choc, incrédulité, douleur intense, mais surtout un profond soulagement. Oui, aussi étonnant que cela paraisse, c'était ce soulagement qui dominait. Il relut la lettre 3 fois, comme s'il cherchait un sous-texte, un indice laissant croire que ce n'était pas définitif, qu'il pouvait encore rattraper les choses. Mais à chaque lecture, il comprenait mieux, Polly était vraiment partie. Et le plus surprenant, c'est qu'une part de lui, enfouie, honnête, en était soulagée. Pendant 3 ans, il avait mené une double vie, mari et père d'un côté, amant passionné de l'autre. 3 ans à marcher sur une corde raide entre devoir et désir, entre responsabilité et égoïsme. 3 ans de mensonges à Polly, à Véronica, à lui-même. Et finalement, par son départ, Polly l'avait libéré. Elle avait pris la décision qu'il n'avait jamais eu le courage d'assumer. Une décision qu'il aurait dû prendre bien plus tôt, s'il n'avait pas eu peur de tout perdre. Martin replia la lettre, la glissa dans la poche intérieure de sa veste et regarda sa montre. 3 heures de l'après-midi, trop tôt, en principe, pour rentrer. Mais aujourd'hui, il ressentait un besoin irrépressible de voir son fils, de parler à Véronica, de retrouver sa place dans une famille qu'il avait failli détruire par faiblesse. Stacy, dit-il à sa secrétaire en sortant de son bureau, annulez tous mes rendez-vous de l'après-midi. C'est, pour des raisons familiales. Chez lui, une surprise l'attendait, Véronica et Charlie préparaient ensemble une pizza dans la cuisine, riant, couvert de farine. Une scène simple, domestique, mais elle frappa Martin par sa sincérité, sa chaleur, ce genre de bonheur qu'aucune réussite professionnelle ne pourrait égaler. « Papa » s'écria Charlie en le voyant. « On fait une pizza avec maman. Tu veux nous aider ? » Tu rentres tôt, remarqua Véronica avec un brin d'étonnement dans le regard. Il s'est passé quelque chose ? Non, répondit Martin en enlevant sa veste. J'avais juste envie d'être avec vous. La soirée se déroula dans une atmosphère douce et presque oubliée d'unité familiale. Ils mangèrent de la pizza, jouèrent à un jeu de société, puis Martin aida Charlie avec ses devoirs de maths. Véronica, assise sur le canapé, lisait, jetant de temps en temps un regard sur eux, un regard empreint d'un sentiment nouveau, un mélange de réflexion et d'espoir. Juste avant d'aller se coucher, quand Charlie fut parti dans sa chambre et qu'ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine, Martin ressentit le besoin de dire quelque chose, d'expliquer son comportement inhabituel. « Véronica, commença-t-il, avant de s'arrêter, incapable de trouver les mots.
Que pouvait-il dire? Pardon de t'avoir trompé pendant 3 ans. Ma maîtresse m'a quitté et j'ai soudain réalisé à quel point je tiens à vous? N'importe quelle phrase aurait sonné faux, insultante dans son incomplétude. Ce n'est pas la peine, dit calmement Véronica, le regardant droit dans les yeux. Essayons simplement, jour après jour. Et dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à y trouver, ni pardon aveugle, ni joie naïve de le voir revenir, mais une acceptation lucide et posée de la réalité, avec toutes ses fêlures et ses imperfections. Le lendemain, Véronica se tenait près de la fenêtre du salon, observant Martin qui bricolait avec Charlet dans le jardin. Ils réparaient ensemble un vieux vélo. De l'extérieur, il ressemblait à une famille normale et heureuse, un père et son fils absorbés par une tâche commune, riant et échangeant des plaisanteries. Un sentiment étrange l'envahissait, un mélange de satisfaction d'avoir atteint son but, et de vide, ce genre de vide qui suit une longue lutte, quand la tension s'efface et qu'une question demeure, et maintenant? Depuis 2 semaines, Martin avait profondément changé. Il passait plus de temps à la maison, s'impliquait dans la scolarité de Charlet, aidait même aux tâches ménagères. Fini les retours tardifs, les réunions urgentes le week-end. Polly avait disparu de sa vie. Véronica s'en était assurée, après avoir vérifié ses messages et les réseaux sociaux de l'ancienne maîtresse, où apparaissaient désormais des photos de New York. J'ai gagné, pensait Véronica, mais cette pensée n'apportait pas le triomphe espéré. Plutôt une douce mélancolie, mêlée d'inquiétude pour l'avenir. Ce soir-là, elle retrouva Mélanie dans leur café habituel. Son amie l'écouta attentivement raconter les derniers événements. « Alors ton plan a marché ?» dit Mélanie en tournant lentement sa cuillère dans le café. « La rivale est écartée, ton mari est rentré à la maison. Un happy end de roman à l'eau de rose. » Ne sois pas sarcastique, grimaça Véronica. Moi-même je ne sais pas ce que je ressens. C'est tout ce que je voulais, mais... Quelque chose cloche, termina Mélanie. Parce que t'es pas idiote, Véronica. Tu sais bien que t'as gagné une bataille, mais la guerre de sa fidélité, elle, est sans fin. Aujourd'hui c'était Polly, demain ce sera peut-être une Harper ou une Lilian. Tu crois qu'il n'a pas changé, demanda doucement Véronica. Mélanie haussa les épaules. Les gens changent rarement du tout au tout. Mais le vrai problème, ce n'est pas lui. C'est toi, dit-elle en plongeant son regard dans celui de son ami. Est-ce que tu pourras continuer à vivre avec lui? Lui faire confiance? Ne pas vérifier son téléphone? Ne pas sursauter à chaque appel tardif? Ne pas chercher un mensonge derrière chaque mot? Véronica se tut, réfléchissant à cette question. En était-elle capable? 3 mois plus tôt, elle aurait dit oui sans hésiter pour sauver sa famille, pour Charlet, pour préserver une certaine stabilité. Mais maintenant que l'objectif était atteint, cette certitude s'effritait. En rentrant chez elle, elle trouva William sur le pas de la porte. Le vieil homme avait l'air embarrassé, triturant sa vieille casquette en feutre entre ses mains. « Désolé de passer si tard, Véronica, dit-il d'une voix douce. Je voulais juste savoir comment va Charlet. Je ne l'ai pas revu depuis l'hôpital. Il va bien, merci, répondit Véronica avec un sourire. Vous voulez entrer prendre un thé? Dans la petite cuisine, William n'était plus tout à fait le même. Lui, d'ordinaire si réservé, s'était mis à parler de sa vie, de sa femme défunte, de ses fils qui venaient rarement le voir. Vous savez, Véronica, la dernière fois qu'on a parlé, je ne vous ai pas tout dit sur mon mariage, finit-il par dire, alors que la conversation glissait vers le sujet des relations de couple. J'ai dit que Frances et moi avions eu une belle vie après mon infidélité. Et c'est vrai. Mais, ce n'est pas toute la vérité. Il se tut un instant, cherchant ses mots. Elle est restée, oui. Elle m'a pardonné, en apparence. Mais quelque chose s'est brisé en elle. Elle s'est refermée, éloignée. On vivait ensemble, mais comme 2 étrangers. Les mêmes soucis, les mêmes enfants, la même maison, mais chacun dans son monde. Longtemps, je n'ai pas compris. Je croyais que c'était juste son caractère. Puis j'ai fini par m'habituer, à me résigner. Il but une gorgée de thé, le regard perdu au-delà de Véronica, absorbé par ses souvenirs. Juste avant sa mort, à l'hôpital, elle m'a fait une confession. Elle m'a dit, William, j'ai toujours regretté de ne pas avoir eu le courage de tout recommencer. J'ai eu peur d'être seule, sans soutien. Mais peut-être qu'alors, j'aurais pu être vraiment heureuse. Vous imaginez? 40 ans avec cette pensée.
Véronica sentit une boule se former dans sa gorge. 40 ans de résignation silencieuse, une vie à côté d'un mariage vidé de son essence, sans confiance, sans proximité, sans joie. « Pourquoi vous me racontez tout ça, William ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « Parce que je vois dans vos yeux le même doute que j'ai vu chez Frances, » répondit-il simplement. « Et je ne veux pas qu'une autre femme bien passe sa vie à regretter un choix qu'elle n'a jamais osé faire. » Quand il partit, Véronica resta longtemps immobile, ses mains serrées autour d'une tasse de thé refroidi. Les mots du vieil homme avaient touché une corde enfouie, une corde qu'elle ne savait même pas avoir. Voulait-elle vraiment sauver son mariage? Ou était-ce seulement la peur du changement? La peur d'être seule, de tout recommencer à 40 ans, d'élever son fils sans père? La peur d'admettre que 18 ans de mariage n'avaient été qu'une impasse, et que la seule sortie possible, c'était de faire demi-tour? Pendant des mois, elle s'était concentrée sur la lutte, sur les stratégies, les mouvements tactiques pour reconquérir son mari, sans jamais se poser la vraie question, est-ce que je veux vraiment ce retour? Pas pour Charlet, pas pour l'image d'une famille intacte, mais pour elle, pour son propre bonheur. Le lendemain, en rentrant de ses cours de psychologie, Véronica trouva Charlet dans le salon, penché sur son échiquier, l'air sombre. « Tu as perdu » devina-t-elle en s'asseyant près de lui. Le garçon hocha la tête, les lèvres serrées. « Barry Stuart. » Encore lui. Pour la 3e fois ce mois-ci, dit-il, au bord du découragement. Je n'y arriverai jamais. Il est juste meilleur que moi. Peut-être, admit Véronica calmement. Ou peut-être qu'il a simplement plus d'expérience. Ou une autre façon de penser. Ça ne te rend pas moins bon, juste différent. Mais moi, je veux gagner, s'écria soudain Charlet, avec une passion inattendue. Sinon, à quoi ça sert? Véronica prit un instant pour réfléchir. Tu sais, quand j'avais 9 ans, je voulais absolument entrer au conservatoire de musique, commença-t-elle. Je me suis préparé, j'ai pris des cours avec la voisine qui jouait du piano. Mais le jour de l'audition, j'étais tellement stressé que j'ai tout raté. Ils ne m'ont pas prise. Et qu'est-ce que tu as fait? Demanda Charlet, curieux. J'ai pleuré pendant une semaine, répondit-elle avec honnêteté. Puis un jour, je suis allé à la bibliothèque. Par hasard, j'ai pris un livre. Puis un autre. Et petit à petit, j'ai découvert un univers, la littérature, que j'aurais peut-être ignoré si j'avais passé mes journées à faire des gammes. Parfois, ce qu'on prend pour une défaite, c'est juste un virage vers une autre route. Charlet regardait l'échiquier d'un air songeur. Donc, si je ne deviens pas un grand maître des échecs, ce n'est pas la fin du monde, demanda-t-il avec un petit sourire. Absolument pas, répondit Véronica en l'enlaçant par les épaules. Peut-être que tu deviendras un grand mathématicien. Ou un médecin. Ou un astronaute. Ou tout simplement un homme heureux et crois-moi, c'est bien plus important que n'importe quel titre. Le garçon resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Puis il demanda soudain. « Maman, est-ce que tu as déjà regretté des décisions? Tu sais, penser, et si j'avais fait autrement ?» La question prit Véronica de court, à la fois simple et profonde. Elle aurait pu répondre par une banalité, un proverbe de parents, tout arrive pour une raison. Mais dans les yeux de son fils, elle lisait une sincérité désarmante, une maturité qui exigeait de l'honnêteté. « Oui, dit-elle doucement. J'ai regretté certaines choses. Et je me suis souvent demandé, et si? Tout le monde se pose cette question, Charlet. La vie suit rarement le plan qu'on avait imaginé. Et comment on sait qu'on prend la bonne décision? Il la regardait avec une telle confiance que son cœur se serra. On ne peut pas le savoir à l'avance, répondit-elle avec franchise. Il faut juste écouter ce que l'on ressent, et se demander, est-ce que cette décision me rend plus heureux? Me rend meilleur? Me rend plus libre? Si tu peux répondre oui à au moins une de ces questions, alors peut-être que tu es sur la bonne voie. Le soir, après avoir couché son fils, Véronica resta longtemps debout devant la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Quelque part, là-bas, vivait Polly et cette femme qui avait trouvé le courage de rompre le cercle vicieux et de recommencer sa vie. Quelque part, il y avait Mélanie, une mère célibataire, libre et fidèle à elle-même. Et quelque part reposait Frances, cette femme qui avait passé sa vie à regretter un choix qu'elle n'avait jamais fait. Et moi, qui suis-je? Se demanda Véronica. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas de réponse. Sur la table,
Son diplôme des cours de psychologie brillait sous la lumière, avec ses lettres dorées en relief. Véronica passa doucement les doigts dessus, comme si elle touchait quelque chose de vivant. Son avenir. Encore flou, mais enfin perceptible. 6 mois de travail intense, de nuits blanches, de résumés, de tests, de sessions de formation, tout avait commencé comme une tentative de comprendre son mari, de décrypter ses motivations. Mais peu à peu, cela s'était transformé en autre chose, un chemin vers elle-même. La psychologie lui avait révélé non seulement les mécanismes du comportement humain, mais aussi les recoins oubliés de sa propre âme, ces pièces qu'elle n'osait plus visiter depuis des années. Un appel téléphonique interrompit ses pensées. « Félicitations, Madame la première de classe », lança la voix chaleureuse et légèrement taquine de Mélanie. « Alors, ta soutenance ? J'ai entendu dire que Parquin lui-même t'a proposé un stage dans son centre. » « Oui, » répondit Véronica en souriant. 3 jours par semaine, cabinet privé en tant que conseillère familiale. Il m'a dit que j'avais un regard particulier sur les problèmes de couple. Tu m'étonnes, ricana Mélanie. Avec ton expérience. Et Martin, il en pense quoi? Véronica resta silencieuse un instant, cherchant ses mots. Il dit qu'il me soutient. Du moins en parole. En réalité, la réaction de Martin avait été plus nuancée. Il avait été surpris par la nouvelle, et dans son regard, Véronica avait cru voir une lueur d'inquiétude. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» lui avait-il demandé. Et elle s'était dit, il a peur. Peur de son autonomie. Peur des changements déjà en cours, en elle et entre eux. « Quoi qu'il en soit, » conclut Mélanie, « je suis fière de toi. Tu n'es plus la même Véronica. On dirait que tu t'es réveillée après un long sommeil. » Réveillée, le mot était juste. Véronica se sentait ainsi. Comme quelqu'un qui aurait dormi trop longtemps et qui ouvrait enfin les yeux sur un monde transformé, rempli de couleurs, de sons et de nouvelles possibilités. Le premier client est arrivé par surprise. C'était la mère d'une camarade de classe de Charlet, informée de la nouvelle activité de Véronica par l'enseignante de l'école. Une femme divorcée, 2 enfants, des conflits avec son ex-mari et une histoire banale, comme il en existe des milliers. Mais face à cette femme épuisée, au regard éteint, écoutant son récit confus, Véronica ressentit soudain une étrange proximité, une connexion profonde. « Je sais ce que tu ressens », avait-elle envie de lui dire. « Moi aussi, je suis passé par là. » Au bord du gouffre, perdu, sans savoir quelle direction prendre. Après la séance, Véronica resta longtemps debout devant la fenêtre, regardant les passants pressés, chacun portant sa propre charge invisible de douleur, de peur, d'espoir. Et une révélation soudaine la traversa, c'était ça, sa vocation. Pas juste un métier, ni une manière d'occuper son temps ou de gagner sa vie. Mais une chance de transformer ses propres cicatrices en force pour les autres. Les semaines passaient, et sa pratique s'élargissait peu à peu. Des femmes de tous âges, de tous horizons avec des histoires semblables de trahison, de désillusion, de quête de soi. Pour chacune, Véronica trouvait les bons mots, l'approche adaptée, puisant non seulement dans ses connaissances, mais aussi dans cette intuition née de l'expérience et du vécu, impossible à apprendre dans les livres. Chez elle aussi, les choses évoluaient. Martin, comme s'il cherchait à réparer une faute non dite, passait plus de temps en famille, refusait les déplacements professionnels, offrait des cadeaux spontanés, sans raison particulière, comme à leur début. Un jour, Véronica entendit par hasard un appel téléphonique de Martin à un collègue. « Non, je ne pourrai pas y aller. » Raison familiale, dit-il d'une voix ferme. « Envoie plutôt Smirnov, ce sera une bonne expérience pour lui. »« Non, je suis sérieux, j'ai des choses plus importantes ici. » Quelque chose se serra dans le cœur de Véronica. Il essayait vraiment de changer. Vraiment de reconquérir ce qu'il avait failli perdre. Mais, chose étrange, ses efforts, qu'il aurait émus aux larmes 3 mois plus tôt, ne lui inspiraient aujourd'hui qu'une gratitude tranquille. Sans exaltation, sans espoir désespéré. Une distance invisible s'était installée entre eux, non pas hostile, mais comme un espace vital, une respiration. Véronica ne se dissolvait plus dans son mari, ses envies, ses humeurs. Elle l'observait à distance, évaluait, décidait de ce qu'elle acceptait ou non dans sa vie. Un soir, alors que Charlet dormait chez un camarade, Véronica se décida à avoir une conversation qu'elle remettait depuis des mois. « Martin, il faut qu'on parle », dit-elle en s'installant dans le salon, une tasse de thé à la main. « De nous. De notre couple. »
Il se tendit légèrement, posa sa tasse. Il se passe quelque chose? Beaucoup de choses se sont passées, répondit-elle calmement. Ces 6 derniers mois, on a changé. Tous les deux. Tu l'as remarqué? Martin hocha la tête, la regardant intensément. Tu n'es plus la même, dit-il enfin. Tu es plus sûre de toi. Plus indépendante. Et toi, tu es devenue plus attentionnée, répondit Véronica avec un petit sourire. Plus impliquée dans la famille. Pourquoi, à ton avis? Elle le vit chercher ses mots, jonglant entre la vérité et ce qu'il pensait être prudent de dire. J'ai compris que j'étais sur le point de perdre ce que j'avais de plus précieux, finit-il par dire. Quand Charlet a été hospitalisé, et que je t'ai vue là, forte, tenant bon sans moi, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai eu peur. Pas seulement pour lui. Pour nous. Pour notre famille. Et c'est tout, demanda doucement Véronica en plongeant son regard dans le sien. Martin détourna les yeux, et elle vit la rougeur de la honte monter sur son visage. Je n'ai pas été le mari que tu méritais, dit-il après un long silence. Je n'ai pas toujours été honnête. Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Il ne lui avait pas avoué son infidélité ouvertement, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus. Véronica ne chercha pas à creuser davantage. À quoi bon arracher des miettes de vérité qu'elle connaissait déjà? Je voudrais te proposer un contrat, dit-elle à la place. De nouvelles règles pour notre famille. Lesquelles? Il se redressa, prêt à entendre une sentence ou les termes d'un marché. L'honnêteté, dit Véronica en comptant sur ses doigts. La transparence. Le respect des limites de chacun. Du temps ensemble, mais du vrai, pas juste pour faire bonne figure. Et surtout, plus de secrets, plus de mensonges. Si quelque chose ne va pas, on en parle. On ne va pas chercher du réconfort ailleurs. Martin resta silencieux, méditant ses paroles. Je suis d'accord, dit-il enfin. Mais, est-ce que tu arriveras à me faire confiance de nouveau, après tout ça? La question resta en suspens, honnête, douloureuse, demandant une réponse tout aussi sincère. Je ne sais pas, avoua Véronica. La confiance, c'est comme un vase en porcelaine. Une fois cassé, on peut le recoller, mais les fissures restent. Il faut du temps. Et l'envie est la tienne, la nôtre de tenter à nouveau. Ils parlèrent jusqu'à tard dans la nuit comme jamais ils ne l'avaient fait durant toutes leurs années de mariage. Ils parlèrent du passé, du présent, de l'avenir. Partagèrent leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Et pour la première fois depuis longtemps, Véronica sentit qu'un lien nouveau naissait entre eux, ni la passion aveugle de la jeunesse, ni l'habitude d'un vieux couple, mais une proximité consciente entre deux adultes décidés à marcher ensemble malgré les cicatrices et les erreurs. Au printemps, Véronica se rendit à une conférence professionnelle de psychologie familiale à San Francisco. Pendant une pause, elle sortit au café de l'hôtel pour prendre un café et se figea en voyant un profil familier à une table au fond. Polly Langford, encore plus belle que sur les réseaux sociaux, dans un tailleur élégant, discutait vivement avec un jeune homme. Penchés sur un ordinateur portable, ils échangeaient avec une complicité évidente, bien au-delà du simple cadre professionnel. Le premier réflexe de Véronica fut de se détourner, de partir discrètement. Mais quelque chose la retint, pas de la rancune, ni une envie de voyeurisme, mais un sentiment étrange de connexion. Cette femme, sans le savoir, avait bouleversé sa vie, et ébranlé son monde, l'obligeant à affronter la vérité et à se reconstruire. Polly éclata de rire à une remarque de son interlocuteur, un rire sincère, sans la moindre fausseté. Elle est heureuse, pensa Véronica. Vraiment heureuse. Et soudain, elle comprit qu'elle ne ressentait ni haine, ni jalousie, seulement une sorte de gratitude étrange envers le destin pour ce tournant qui avait modifié le cours de toute leur vie. Véronica ne s'approcha pas, cela n'aurait eu aucun sens. Le passé devait rester à sa place, et de nouveaux horizons l'attendaient. Un week-end, Véronica et Charlet étaient assis dans la tonnelle de leur maison de campagne, profitant d'une douce soirée, tandis que Martin s'occupait du barbecue. « Maman, j'ai décidé ce que je veux faire plus tard, » dit Charlet très sérieusement. « Je veux devenir neurochirurgien. » « Ah oui ?» Véronica sourit en regardant son visage concentré. « Et les échecs, alors ?»« Les échecs resteront un hobby, » répondit-il en haussant les épaules. « Mais depuis que j'ai été à l'hôpital, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux aider les gens, tu comprends? Les aider vraiment.
Véronica le regarda avec tendresse et fierté. Quand avait-il eu le temps de grandir ainsi, de devenir si réfléchi, si déterminé? Hier encore, il était ce petit garçon qui avait peur du noir et venait se blottir contre elle les nuits d'orage. Tu sais qu'il faudra très bien travailler pour ça, demanda-t-elle. Surtout en biologie et en chimie. Je sais, acquiesça Charlet d'un ton grave. J'ai déjà établi un plan de travail pour les 2 prochaines années. Et papa a promis d'engager des professeurs particuliers. Il se tut, jouant machinalement avec une mèche de cheveux, un geste hérité de son père. Maman, est-ce que tu es heureuse, demanda-t-il soudain, la regardant avec attention. Tu sais, avec ton nouveau travail, avec nous. Avec tout ça? La question la prit de court par sa profondeur inattendue. Était-elle heureuse? Il y a un an, Véronica n'aurait pas su quoi répondre. À l'époque, son idée du bonheur était étroitement liée au maintien de sa famille, à retenir son mari, à préserver les apparences coûte que coûte. Mais aujourd'hui? Oui, répondit-elle, surprise elle-même de la sincérité de sa voix. Je suis heureuse, parce que je me suis retrouvée. J'ai compris que je pouvais être autre chose qu'une épouse et une mère. Que je pouvais exister pour moi, avec mes propres buts, mes rêves, ma vocation. C'est ça, le vrai bonheur, Charlet, être en paix avec soi-même. Le garçon hocha la tête, pensif, comme s'il gravait cette sagesse pour plus tard. Et toi et papa? Ça va entre vous? On y travaille, répondit-elle honnêtement. Une relation, c'est comme un jardin. Tu ne peux pas juste planter des roses et les oublier. Il faut en prendre soin, les arroser, enlever les mauvaises herbes. Parfois, c'est difficile. Mais ça en vaut la peine. Le cabinet de conseillère familiale de Véronica Pierce était petit, mais accueillant. Une lumière douce, des fauteuils confortables, quelques tableaux au mur, ses propres aquarelles, un hobby qu'elle avait repris après des années de pause. Je ne sais plus comment vivre, disait la femme assise en face d'elle. Jeune, belle, avec du désespoir dans les yeux. Je l'aime, mais depuis qu'il m'a trompée, tout s'effondre. Chaque fois qu'il rentre tard, qu'il ne répond pas, je me demande avec qui il est. C'est insupportable. Véronica l'écoutait attentivement, posait des questions avec professionnalisme, mais aussi avec une empathie particulière, née d'une expérience vécue. Vous savez, dit-elle quand la femme s'interrompit, je ne peux pas vous dire quoi faire. La décision vous appartient. Mais quel que soit votre choix, pardonnez, partir, recommencer, l'essentiel, c'est de ne pas vous perdre dans ce processus. Qu'est-ce que vous voulez dire, demanda la cliente, les yeux rougis par les larmes. Une crise est toujours une opportunité, répondit Véronica avec un sourire doux. Une occasion de plonger en soi-même, de découvrir ses vrais désirs, ses besoins, ses valeurs. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas de lui. De la vie. De vous-même. Et la réponse vous montrera le chemin. Après la séance, Véronica nota ses observations, ferma son cabinet et rentra chez elle. En chemin, elle s'arrêta pour acheter de quoi préparer un dîner de fête. Aujourd'hui était un jour spécial, Charlet avait remporté le tournoi d'échecs de la ville, un rêve qu'il caressait depuis longtemps. À la maison, une surprise l'attendait. Martin était rentré plus tôt que d'habitude et mettait déjà la table. Charlet l'aidait avec enthousiasme, alignant les couverts avec sérieux. « Maman » s'exclama le garçon en la voyant. « J'ai gagné. Tu te rends compte? Même contre Massey. »« Bravo, champion » s'écria Véronica en le serrant dans ses bras, le cœur débordant de fierté. « Je n'ai jamais douté de toi, pas une seconde. » Le dîner se déroula dans une ambiance chaleureuse et détendue. Ils parlèrent du tournoi, des projets pour l'été, des nouveaux clients de Véronica, du projet de Martin. Charlet raconta ses futurs examens d'entrée dans une école spécialisée en biologie, premier pas vers son rêve de devenir neurochirurgien. Après le repas, alors que leur fils était monté dans sa chambre pour appeler un ami, Véronica remarqua que Martin fronçait les sourcils en regardant son téléphone. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-elle, sentant une tension familière monter à un vieux réflexe, une réminiscence d'anciennes peurs. Autrefois, elle se serait tue, puis aurait fouillé son téléphone en cachette, rongée par le doute. Mais ces temps étaient révolus. Un appel bizarre, dit Martin en lui montrant l'écran. Numéro inconnu, c'est la 3e fois aujourd'hui. C'est peut-être un client? Ou un appel automatique, suggéra Véronica. Peut-être, répondit-il en haussant les épaules. Je verrai ça demain.
et dans cet échange simple, il y avait plus de sincérité, plus de vraie proximité, que dans toutes leurs conversations des dernières années avant la crise. Tard dans la soirée, alors que la maison était plongée dans le silence, Véronica sortit sur le balcon. La nuit d'été respirait les parfums de fleurs, le ciel sombre était parsemé d'étoiles lointaines, inaccessibles, mais si brillantes. Un an plus tôt, à cet endroit même, elle se tenait là, le téléphone à la main, contenant les preuves de l'infidélité de son mari. Brisée, désespérée, incapable de voir une issue. Un an aussi court à l'échelle de l'univers, et pourtant un chemin si long pour l'âme humaine. Son mariage avec Martin n'était pas devenu parfait et existe-t-il vraiment des relations parfaites? Mais il était devenu authentique avec ses difficultés, ses compromis, ce travail quotidien sur soi et sur l'autre. Sans mensonge, sans faux semblant, sans cette peur étouffante de perdre l'autre. La chose la plus précieuse que Véronica avait comprise au cours de cette année, c'était que la vraie victoire ne résidait pas dans le fait de garder son mari, de le ramener dans la famille, de gagner une compétition silencieuse contre une rivale. La vraie victoire, c'était de s'être retrouvée, d'avoir retrouvé sa voix, sa force. Je ne suis plus la metteuse en scène de la vie des autres, pensa-t-elle en regardant les étoiles scintiller, je suis l'autrice de ma propre histoire. Et peu importe ce que réserve le prochain chapitre, je suis prête à l'écrire. Les étoiles brillaient en réponse aux témoins silencieuses de milliers d'histoires humaines, de milliers de transformations, de milliers de nouveaux départs. Et dans leur éclat, Véronica crut lire une approbation, une promesse, le meilleur reste à venir. Le destin ne se noue ni ne se dénoue entre les mains des autres, mais dans nos propres choix. L'histoire de Véronica est celle d'un chemin, de la perte de soi vers la reconquête de sa force intérieure, du combat aveugle pour préserver une illusion de bonheur vers la construction de relations vraies avec soi-même et avec le monde. Et vous, cher lecteur, qu'auriez-vous fait à la place de Véronica? Avait-elle raison de se battre pour son mariage, ou aurait-il mieux valu tourner la page et repartir de zéro? Peut-être avez-vous vous-même traversé des épreuves similaires et trouvé votre propre chemin vers la guérison intérieure? Partagez vos réflexions en commentaire. Votre témoignage pourrait devenir ce soutien précieux qui aidera quelqu'un à surmonter une crise, à trouver le courage de faire le pas décisif. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de mettre un like et de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin en ce moment. Parfois, un seul récit peut éclairer le chemin, quand tout semble plonger dans l'obscurité de l'incertitude. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires, celles qui parlent de choix, d'erreurs, de victoires, de vies humaines. Merci d'avoir accompagné notre héroïne sur cette route difficile, mais essentielle. Le chemin vers soi est le plus important de tout, on le parcourt seul, mais savoir que d'autres cœurs nous comprennent, ça n'a pas de prix.